Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis que vous soyez aussi nombreux ce soir pour cette superbe soirée spéciale autour du climat et des médias. Moi, je suis Juliette Keff, je suis journaliste et je suis la présidente de VER. On vous a concocté un petit programme aux petits oignons bio, bien entendu, avec des invités exceptionnels. C'est Lou qui vous les présentera tout à l'heure. Elle vient de comprendre Paloma, donc c'est bien. Elle vient de comprendre qu'elle est exceptionnelle. Une soirée donc très spéciale pour nous. D'abord une soirée à la base, qui est aussi le lieu de la mobilisation autour du climat et de l'écologie. Un lieu qui est très important pour nous puisqu'on a nos bureaux ici, donc on est juste au-dessus. Ça fait près d'1 an que VER a ses bureaux ici. Merci d'ailleurs aux bénévoles et aux salariés de la base qui ont pu permettre que ce soit retransmis en live et que ce soit capté. Merci beaucoup à eux. Une soirée très spéciale aussi car il illustre notre raison d'être en tant que média généraliste de l'écologie. Vous le savez, VER lit et décrypte le monde à travers le prisme de l'écologie. C'est un petit peu notre marque. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est très important pour nous. Et pour ceux qui passaient dans la rue, qui ne nous connaissent pas encore très bien, VER, c'est un média sous la forme d'une newsletter qui est envoyée chaque jour à nos quelques 15 000 abonnés maintenant. Donc voilà, on est super contents de ça aussi. Plein de choses à célébrer ce soir. Et c'est aussi bien sûr un site d'actualité. On a à peu près 3 papiers qui sortent sur VER chaque jour. Donc VER informe, VER déconstruit, VER propose de vraies alternatives, non seulement dans sa ligne éditoriale, mais aussi dans notre rapport aux autres médias et à la profession de journaliste. Pour reprendre le concept de la militante et écrivaine Corinne Morel-Darleux, qui a écrit un magnifique ouvrage en 2019 qui s'intitule « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » et que j'ai eu l'honneur d'interviewer la semaine dernière, VER est un média qui refuse de parvenir. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons de l'ambition, nous avons l'ambition de nous installer durablement dans le paysage médiatique, mais nous refusons que cette ambition se fasse au détriment des autres et au détriment de la nature. Les autres, ce sont bien entendu nos confrères, nos consoeurs, journalistes de tous horizons, indépendants ou dans des médias qui sont bien installés et qui poursuivent leur travail, qui font leur travail avec beaucoup de passion et de rigueur. Ce sont aussi les médias frères, sœurs qui portent une autre voix, celle de la presse indépendante. VER a à cœur d'incarner des valeurs de solidarité avec toutes les actrices et les acteurs qui portent ce combat et qui sont aussi là ce soir. Je pense notamment aux associations qui veulent faire advenir un monde plus juste et plus respectueux du vivant. VER refuse aussi de réussir au détriment de la nature, je le disais, et d'accepter des financements qui proviendraient d'actionnaires bizarres ou des revenus publicitaires qui vanteraient les derniers sacs à dos recyclables ou compostables, qui ne sont pas une solution. Donc nous aurions pu accepter des partenariats, nous aurions pu nous faire écrire nos articles par des boîtes de com ou des attachés de presse, il y en a partout à Paris. Nous aurions pu faire fleurir des bannières publicitaires sur notre site, ver.eco. Mais nous avons fait le choix de rester libres. Nous avons fait ce choix pour nous-mêmes, parce que franchement, c'est pas très excitant quand on est journaliste de reprendre des communiqués, mais aussi pour vous, pour vous respecter en fait, parce que l'urgence de la situation écologique, elle demande un traitement journalistique intègre et exemplaire. Seulement, cette indépendance, bien sûr, elle a un prix. Elle nous demande de solliciter nos lectrices, nos lecteurs, donc vous, en fait, ce soir. Elle nous demande de vous demander, en fait, votre soutien, tout simplement. Nombre de citoyennes et de citoyens critiquent à juste titre une certaine presse traditionnelle qui ne ferait pas son travail, qui couvrirait mal les questions relatives à l'urgence écologique et à la justice sociale. Mais les citoyennes et les citoyens ont aussi leur responsabilité. Ils doivent la prendre, en tout cas, cette responsabilité. Et du coup, à l'heure du tout gratuit, toute l'équipe de VER se joint à moi pour vous appeler à soutenir la presse indépendante, notamment, et tous les journalistes de bonne volonté qui font bien le travail. Donc jusqu'au 3 juin, VER est en campagne de crowdfunding. Donc nous sollicitons votre engagement. Aidez-nous à la hauteur de quelques euros par mois si vous le pouvez. Partagez nos articles, notre travail et affichez haut vos couleurs, bien sûr les couleurs de VER. Je vous souhaite une excellente soirée. Les médias peuvent avoir un impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ils cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Bon, c'est pas mal, non ? Alors, c'est pas de moi,
C'est dans le dernier rapport du GIEC. Et il y a un problème, c'est que les journalistes ne lisent pas les rapports du GIEC. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas saisi le message. Et c'est tout l'objet de la soirée de ce soir. Alors, pour discuter de ce vaste sujet, de comment enfin mettre le climat à la une des médias, dans un premier temps, on se demandera où était le climat pendant la campagne, et puis on se demandera comment faire campagne pour le climat. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce premier plateau Marina Yakovlev, qui est fondatrice du média Eko-Yako et qui a participé à la création du collectif citoyen Plus de climat dans les médias. Céline Guivarch, économiste, directrice de recherche à l'école des Ponts, membre du Haut Conseil pour le climat et autrice du dernier rapport du GIEC, le dernier fermeur à la porte. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Et Paloma Moritz, exceptionnelle Paloma Moritz, journaliste et responsable du pôle écologie du média indépendant Blast. Merci beaucoup Paloma de nous faire l'amitié d'être venue ce soir. Le 9 août dernier, c'était Lionel Messi qui a éclipsé la sortie du premier volet du dernier rapport du GIEC. Puis en février, on peut le comprendre un peu plus, c'est la guerre en Ukraine. Puis en avril, on ne sait pas très bien, mais on n'en a pas entendu parler. Résultat, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une bonne excuse pour ne pas parler des sorties des rapports du GIEC, Céline Guivarch ? En fait, effectivement, il me semble que les moments où on parle du climat, c'est quand on a une canicule ou quelque chose comme ça, et que on parle, oui, parfois un rapport du GIEC. Il y a un petit pic quand même qui s'est passé et qui est assez, enfin, c'est assez paradoxal pour nous auteurs. En France, on est 5 à faire partie de l'équipe des auteurs du dernier volet qui a été publié en avril. Nous, on a été hyper sollicités par les médias au point qu'on n'arrivait pas à répondre. Et puis, en prenant un tout petit peu de recul, quelqu'un qui n'est pas particulièrement intéressé par le sujet aura même pas vu passer. Mais oui, il y a beaucoup de médias très différents et les traitements sont très divers, donc faut faire attention à ce qu'on dit, mais effectivement, quand on regarde les choses de haut, c'est quand même un traitement très ponctuel sur une actualité, alors que le changement climatique, à la fois dans ses conséquences et dans ses causes, et puis dans les solutions d'adaptation et d'atténuation pour limiter l'ampleur du phénomène, ça concerne l'ensemble des aspects de notre quotidien, comment on se déplace, comment on se loge, comment on mange, et puis de nos organisations sociales et de nos choix collectifs, comment on organise nos villes, comment on produit, comment on consomme, etc. Et ça mérite un traitement transversal et assez constant. Et finalement, si on veut limiter l'ampleur du changement climatique, c'est des transformations absolument majeures de l'ensemble des grands systèmes, l'ensemble des pans de nos sociétés. Toi, tu as travaillé sur le 3e volet du rapport du GIEC, oui. Donc qu'on a appelé celui consacré aux solutions, qui sont en fait les solutions d'atténuation, de réduction du changement climatique. Quels étaient les principaux messages de ce 3e volet qui est sorti donc début avril, et est-ce qu'on les a bien comprises ? Alors, c'est un gros rapport qui fait l'état des connaissances scientifiques sur les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du changement climatique et en éviter les effets les plus graves. Dans les grands messages, finalement, ou le grand message, c'est il est temps d'agir, il est urgent d'agir dans tous les secteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à atteindre 0 émission nette de CO2 et une réduction des autres gaz à effet de serre, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on stabilise l'augmentation de la température et l'ensemble des effets en cascade du changement climatique sur les extrêmes, sur les rendements agricoles, sur les ressources en eau, etc. Qu'on connaît les solutions, qui sont des solutions certaines qui passent par l'adoption de technologies, mais d'autres qui sont de nature plutôt de transformation des modes de production, de consommation, de nos infrastructures, de nos villes, de nos organisations sociales.
et qu'on a les moyens de mettre en œuvre ces solutions tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires. Donc voilà, c'est les messages. Alors après, on pourrait aller dans chacun creuser, mais pour faire à très gros traits. Là, il y a un des messages clés de ce dernier volet qui est sorti un peu de travers, on a l'impression, dans la presse. Je pense que vous avez tous en tête « il nous reste 3 ans pour agir » ou « on est tous foutus ». Je pense que tout le monde a ce message-là en tête. On n'a pas très bien compris ce qu'il y avait dans le rapport du GIEC, là, non ? Alors, c'est pas dans le rapport du GIEC, cette histoire des 3 ans. Il me semble que c'est une dépêche AFP juste au moment de la publication du rapport et qui a été reprise. Alors, je pense qu'il y a des compréhensions, enfin des interprétations assez diverses de cette histoire des 3 ans, avec d'un côté certains qui disent oh là là, il est très tard, on est foutu, et puis qui poussent jusqu'à dire oh bah donc on peut plus rien faire, ou alors de dire oh il reste 3 ans pour agir, tout va bien, ne faisons rien maintenant. Alors que le message, c'est quand même, on a devant nous des décennies d'actions ambitieuses dans tous les aspects, dans tous les secteurs, pour transformer nos infrastructures, nos villes, nos sociétés, pour atteindre 0 émission nette de CO2, parce que c'est ça l'objectif. Donc en fait, on n'a pas 3 ans pour agir, on a des décennies d'actions ambitieuses à commencer dès maintenant, et qui sont commencées. Enfin, on a des éléments scientifiques pour dire que de plus en plus d'actions ont commencé à être mises en œuvre dans beaucoup de pays du monde, et puis à différents échelons, aux échelons nationaux, mais aussi à des échelons locaux. Et on a les éléments pour dire que ces actions-là ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Alors pas suffisamment, c'est pas à la hauteur, parce que les émissions mondiales, qui sont ce qui compte, continuent à être à la hausse, alors que on a bien besoin d'une baisse rapide jusqu'à 0 émission net sur le CO2. Mais il y a déjà des actions qui sont enclenchées, et donc il est jamais trop tôt pour agir. Et d'ailleurs, on agit déjà pas assez, mais voilà. Et puis on est déjà dans une situation où on observe, on mesure le changement climatique et ses effets dans toutes les régions du monde, et donc on n'est pas dans une situation où en fait il y aurait un seuil qui serait encore dans le futur, où tout irait bien, et puis au-delà de ce seuil-là, ce serait fini. C'est pareil, en fait, on sait qu'avec chaque fraction de degré supplémentaire, c'est des effets supplémentaires du changement climatique, les extrêmes qui deviennent plus intenses et plus fréquents, avec des effets en cascade sur les écosystèmes et sur la santé humaine et sur les sociétés humaines, qui deviennent de plus en plus généralisées, de plus en plus complexes, avec des questions pour la sécurité alimentaire, pour l'accès à l'eau, pour la santé humaine, pour la sécurité tout court, et que donc chaque fraction de degré qu'on évite, chaque émission de gaz à effet de serre qu'on évite, c'est en fait des effets qu'on évite, c'est des risques qu'on évite, et il n'y a pas un seuil au-delà duquel ça vaudrait plus le coup d'agir, ni en deçà duquel tout irait bien. Bon, c'est quand même beaucoup moins catchy qu'on est tous foutus dans 3 ans quand même. Je suis désolée. Marina, Plus de climat dans les médias, vous vous êtes fait une spécialité notamment de quantifier la présence et surtout l'absence du climat dans les médias. Qu'est-ce que vous avez remarqué pendant la sortie successive des différents volets du rapport du GIEC ? Alors tout à fait, donc nous on s'est intéressé aux 2 derniers volets, parce qu'on n'était pas encore créé en août lors de la sortie du premier volet du rapport du GIEC. Et effectivement, on peut voir que c'est des sujets hyper importants qui ont été abordés dans ces rapports, et pourtant la couverture médiatique dans les JT a été extrêmement faible. Donc pour le 2e volet du rapport du GIEC, c'est seulement 3 minutes de temps d'antenne tout cumulé la semaine de la sortie du rapport. Et pour le 2e volet du rapport du GIEC, on a une faible amélioration, entre guillemets, parce qu'on arrive à 13 minutes. Donc, ce qui est pas mal, mais ce qui est encore très peu, parce que c'est 13 minutes tout cumulé. Donc, on a fait un petit classement. Donc, en première tête, on a France 2 avec 5 minutes tout cumulé. Puis France 3 avec 4 minutes. Ensuite, Arte 2 minutes 45, M6 2 minutes et TF1 1 minute. Donc, c'est des chiffres qui sont assez bas. Et surtout, en fait, quand on regarde l'intégralité du JT, donc nous, c'est ce qu'on a fait à chaque fois pendant toute la semaine du rapport,
avec les membres du collectif, on a regardé les JT du midi et du soir, donc dans leur intégralité, et donc pour voir justement quand est-ce qu'on parle du rapport du GIEC et surtout quand est-ce qu'on parle de sujets qui ne sont pas forcément très utiles pour le téléspectateur. Donc typiquement, le jour de la sortie du premier rapport du GIEC, donc TF1 n'en a pas parlé, bien sûr, et par contre TF1 fait un documentaire, un reportage sur le carnaval de Venise. Donc sujet, je pense, qui vous intéresse tous énormément. Voilà, donc on peut voir le manque en fait de représentation de ces questions climatiques et surtout quand il y a des sujets d'actualité, parce qu'on peut voir, très souvent ils n'en parlent pas, on a 0,8% des reportages sur le changement climatique depuis 2013 sur France 2 et TF1. Donc ce qui est très peu, c'est même pas 1%. Mais on peut se dire que pour des sujets d'actualité comme ça, comme le rapport du GIEC, où en plus de ça, il y a des communiqués de presse qui sont donnés justement à la presse, il y a des conférences de presse, etc., où en fait les journalistes ont du contenu, ils n'en parlent pas pour autant. Donc c'est vrai que quand on t'entend et qu'on voit toutes les choses intéressantes que tu dis vis-à-vis de ces rapports du GIEC et de tous les enseignements qu'ils nous donnent, on était un peu oui, sous le choc de la non-représentation dans les médias. Oui, ce qui est un peu hallucinant, Paloma, et je pense que tu ne me contrediras pas, c'est que ces rapports du GIEC sont extrêmement volumineux. Alors, 1 minute pour traiter un rapport de 4000 pages, c'est un petit peu serré. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de sujets différents qu'on peut raconter là-dessus, sur les impacts, l'adaptation, à toutes les échelles, à l'échelle collective ou individuelle, à l'échelon local. On peut penser le futur, etc. Toi, qui a pour Blast, qui a mis le nez dans les rapports, qui a passé beaucoup de temps, qui a passé des nuits fiévreuses à boire des litres et des litres de café pour aller au bout de ces rapports-là, qu'est-ce que tu as pensé du travail de tes confrères et consoeurs de médias plus, mettons, de grands médias audiovisuels, et qu'est-ce qu'ils auraient dû mieux faire? Lire le rapport déjà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un rapport du GIEC qui sort, il faut s'inscrire sur la plateforme du GIEC et on reçoit en général le rapport sous embargo la veille. Pour le dernier, ça a été un petit peu plus chaotique. Là, c'était quelques heures avant et franchement, c'était quand même compliqué. Après, moi, je recevais Céline sur Blast le lendemain, donc j'ai eu quand même un peu le temps. Mais voilà, donc en fait, on reçoit tous les documents. J'imagine que ça a été le cas pour vous aussi. À Vert et donc tout est en anglais évidemment et puis un rapport du GIEC c'est passionnant mais disons que la forme n'est pas forcément là, c'est pas de la littérature quoi. Donc il y a aussi un peu cet enjeu, désolé, il y a aussi un peu cet enjeu de à la fois traduire mais ensuite d'essayer de se dire ok, comment est-ce qu'on va prendre toute cette matière là pour essayer de l'articuler, pour raconter quelque chose par rapport à ça. Et donc il y a de base ça peut être une sorte de frein et donc il y a plein de journalistes qui sont aussi tenus par le temps, et là on en vient à la question de l'économie des médias, je ne sais pas si on en parlera, mais voilà, qui ne vont pas forcément avoir le temps de faire ce travail de fond et qui n'ont pas forcément la formation pour comprendre et mettre en perspective justement toutes ces informations que donnent les rapports du GIEC. Après, je pense que c'est une question de processus et de méthode. Moi, je n'ai pas de formation scientifique, j'ai même pas fait d'école de journalisme, désolée, et pourtant je me forme en permanence sur ces questions, j'apprends et j'essaie juste d'être méthodique, et en fait je pense que du coup c'est accessible en fait à la plupart des journalistes s'il y a aussi une volonté derrière d'aller vraiment creuser les informations. Et quand on sait que ce sont les rapports scientifiques les plus importants de notre époque et qu'en plus il y a quand même un certain nombre d'années qui s'écoulent entre deux volets du GIEC, l'idée c'est pas de traiter le jour même, le 9 août, tout ce que dit le rapport, c'est comment est-ce que en fait, et moi je me rends compte, je passe mon temps à citer le GIEC, c'est comment est-ce que ce travail-là vient nourrir tout notre travail journalistique pendant des années en fait, parce que les rapports du GIEC ne font que analyser des dizaines de milliers d'études scientifiques qui sont déjà existantes. Donc par exemple il y a des choses qu'on sait déjà en fait quand on est né dans ces sujets et qu'on étudie les rapports du GIEC. Un bon journaliste sur les questions écologiques n'apprend pas tant que ça de choses en lisant un rapport du GIEC, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc oui, il y a cette nécessité là de vraiment tirer le fil et de se dire comment est-ce qu'on peut faire des milliers de sujets en mettant en perspective les travaux du GIEC à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait du tout. Et je pense une autre chose, c'est que beaucoup en fait de journalistes vont simplement, pour traiter le rapport du GIEC, aller lire d'autres articles de journalistes ou appeler un auteur parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller éplucher le rapport, ou reprendre les dépêches de l'AFP, ce qui fait que justement cette fameuse histoire des 3 ans, c'est quelque chose qui est sorti absolument partout. On a vu que des titres d'articles qui disaient il nous reste 3 ans pour agir, et ça c'est extrêmement dangereux.
Céline Guivarch, justement, tu soulignes un point important, Paloma. Est-ce que sortir un méga morceau tous les 7 ans avec tous les journalistes pas experts qui se retrouvent avec des dizaines de pages en anglais qui ne comprennent pas, est-ce que c'est un format pertinent pour qu'on en parle dans les médias ? Alors, c'est pas comme ça que ça a été pensé. Enfin, le GIEC, c'est donc une institution internationale sous l'égide de l'ONU, dont les membres, c'est les États du monde. Et la mission du GIEC, c'est de faire l'état montrer établir le consensus scientifique sur le changement climatique et les différents aspects, depuis la compréhension des mécanismes physiques du climat jusqu'aux questions d'impact et de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, en fait, construire un consensus scientifique, ça prend du temps. Écrire ces volets-là, c'est sur, les rapports là, c'est donc le travail on était à peu près 300 auteurs principaux, et c'est un travail qui s'étale sur 3 ans et demi, 4 ans. Et puis où il y a des contributeurs multiples, plutôt des milliers de contributeurs en fait, et il y a besoin de temps pour construire ce consensus scientifique, et regarder où est-ce qu'on a maintenant des certitudes scientifiques, où est-ce qu'il subsiste des incertitudes, où est-ce qu'il manque de la recherche, et ça, oui, il y a besoin de temps pour faire ça. Ensuite, il y a des façons il y a des rapports qui sont aussi plus resserrés sur des sujets spécifiques. Les rapports spéciaux, dans le 6e cycle, là, il y a eu le rapport spécial sur l'objectif 1,5 degré. Il y a eu un rapport spécial sur les glaces, et puis un rapport spécial sur les terres. Là, je pense que c'est un travail un petit peu plus resserré. La question de comment travaille le GIEC, c'est aussi une grosse machine qui a son inertie et qui a des procédures. C'est important d'avoir une façon de travailler qui est formalisée, qui est complètement transparente, qui est très collective, et donc ça évolue quand même assez lentement. Peut-être que en tant que scientifique, on n'est pas membre du GIEC, on est auteur sur un rapport. Donc moi, j'ai été auteur sur un rapport. Je ne serais pas forcément réimpliquée plus tard, peut-être, mais pas sûr. Mais en tout cas, les gens qui sont au pilotage du GIEC, et puis la communauté réfléchit aussi à comment faire évoluer les façons de travailler. Mais il faut voir qu'il y a sur l'équipe de support sur le GIEC, sur la communication, c'est 2 personnes quoi, au niveau mondial. Donc c'est aussi tout petit et très très peu de moyens quoi. Oui, c'est vrai. Et, moi, je m'en suis rendu compte. Peut-être toi aussi. On avait parfois du mal à trouver des auteurs du GIEC pour venir l'expliquer. Non, mais c'est vrai. Il y en a aussi parce que et la plateforme aussi. La plateforme, elle est hyper compliquée. On a l'impression qu'il faut limite donner un test sanguin pour pouvoir recevoir le rapport. Et puis vous faites pas des jolis dessins qu'on peut reprendre dans nos médias et tout. Donc, s'il vous plaît, aidez les journalistes et faites des jolis dessins. Mais je pense que quelque part, il y a besoin de relais et d'intermédiaires. Alors je ne sais pas si c'est directement les journalistes, ou certains médias qui peuvent s'emparer de ça et se faire le relais, où il y a quelque part des traductions, des relais qui sont à trouver quoi. Non, mais je vous jette pas du tout la pierre, je comprends bien. Moi, je me demandais, parce que je sais qu'on en parle un peu avec Paloma, on voit les rapports du GIEC qui sortent et on se tient la tête à 2 mains quand on voit ce qu'en font certains de nos confrères et consoeurs. Comment est-ce que vous avez vécu la sortie dans le silence du 3e volet du rapport du GIEC, dans un relatif silence médiatique? Qu'est-ce que ça vous fait, et quand vous en parlez avec vos camarades qui ont écrit ce volet-là, qu'est-ce que vous dites? Encore une fois, c'est complètement paradoxal, mais pour nous, vraiment, on s'est retrouvés à être sursollicités, à pas savoir comment gérer. En plus, c'est pas notre boulot d'aller parler dans les médias.
c'est pas notre zone de confort, quoi, vraiment. Et on s'est retrouvés vraiment pendant une semaine, quelque chose comme ça. Et puis, tout seul, là. Et donc, on a couru et puis avec les sollicitations qui arrivent un peu en ordre dispersé. Donc, c'est très difficile de prioriser en se disant je vais aller là parce que ça aura peut-être plus d'impact, etc. Moi j'ai Blast parce que c'est là qu'il y a de l'impact. Ouais, merci. Mais non, je le pense. Vécu de l'intérieur, c'est assez paradoxal parce que et encore en France, là, sur les 300, en fait, on est 5 et on a été submergé de demandes, vraiment. Et maintenant, en prenant un peu de recul, en fait, il n'y a pas tant que ça qui est sorti. Donc, bon. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez été beaucoup submergé, mais justement dans des émissions spécialisées? Blast, vous êtes un média à part entière, mais je pense par exemple à La Terre au carré ou ce genre d'émission qui fait que du coup, c'est déjà des personnes un peu convaincues qui... Ouais. C'est effectivement, c'est beaucoup des médias qui ont déjà... mais pas que. Par exemple, c'est vrai que c'était particulier sur le 3e volet. Hein. Moi, j'étais étonnée justement quand j'ai reçu Céline en lui disant je t'ai vu dans beaucoup de médias déjà, alors que sur le volet 2, sur le volet adaptation, l'auteur que j'avais reçu me disait, je lui disais mais ça va, vous n'êtes pas trop épuisé là en ce moment? Il me disait oh non, pas du tout. J'ai fait une télé belge, voilà. Ah d'accord. Moi je sais pas si c'est le même, mais j'en ai un qui est parti au ski la semaine juste après la sortie du volet 2. Alexandre non, moi je donnerai pas de nom. Je sais pas, il a le droit de faire du ski s'il a envie. Non, franchement, il y a des médias où j'attendais pas forcément. BFM, par exemple. Franchement, j'ai eu des questions qui étaient pertinentes. Je cite cet exemple-là parce que je m'attendais pas forcément à ce que... c'est pas un média spécialisé ni dans une émission, c'était je sais plus quoi, Business Matin, truc. Mais franchement... oui, c'était vraiment bien préparé et je pense que c'était court, hein, mais ça permettait de passer les différents messages. Donc, ouais. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, Marina, alors vous êtes née en fait de cette, alors vous, plus au climat dans les médias, vous êtes née de cette séquence où les rapports du GIEC. Alors c'est bien qu'on dise un peu l'inverse. Hein, finalement, peut-être qu'il y a une progression aussi entre les différents volets. C'est vrai qu'on n'avait pas trop moi, j'avais pas eu cet écho-là des volets précédents. Et vous êtes née notamment du fait que les rapports du GIEC, selon vous, étaient passés relativement à la trappe. Et il y a eu une succession d'événements depuis l'automne, depuis l'été dernier, qui vous ont conduit à vous constituer en collectif pour essayer de faire exister le climat dans les médias. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ton collectif? Yes, tout à fait. Donc effectivement, en fait, il y a eu la sortie du premier volet du rapport du GIEC en août avec le transfert de Lionel Messi au PSG. Donc le rapport a été totalement passé aux oubliettes. Donc ça, on l'avait tous un peu en tête. Et en fait, en novembre 2021, donc Lorraine, qui est une des membres fondatrices, envoie un message sur le groupe WhatsApp Greenvox, donc créé par Green Lobby, et dit voilà, en fait, je me rends compte que les personnes autour de moi qui ne sont pas du tout sensibles au changement climatique, ce sont les personnes qui s'informent via les JT. Et c'est vrai que dans les JT, on ne parle pas des enjeux climatiques, on ne parle pas des enjeux écologiques, de la biodiversité, etc. Et en fait, il y a un truc à faire là-dessus. Et nous, ça nous a directement touchés parce qu'on avait tous en tête la sortie du rapport du GIEC, le bilan du quinquennat Macron. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, 2 heures, 0 question sur l'écologie. Sur France 2, c'est ça? Exactement, sur France 2. Et après, en fait, la vague de chaleur en décembre, où on était là, c'est super, on boit notre rosé à Marseille en chemise et c'est génial. Et en fait, non, c'est pas génial. Et le lien n'était jamais fait avec le changement climatique. Donc de là, on s'est dit, d'accord, il y a un souci. Donc c'est quoi le souci? Donc on a lancé une pétition qui aujourd'hui a plus de 22 000 signatures où on demande plusieurs choses. Donc la première, que le lien soit systématiquement fait avec le changement climatique en lien il y a, qu'on ne puisse plus parler d'inondation ou de sécheresse sans mentionner le lien,
que les journalistes et les équipes de rédaction soient formés aux enjeux climatiques, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, en fait, elles n'étaient pas formées. Donc, elles ne savaient pas forcément de quoi elles parlaient, des tenants et des aboutissants. Et qu'il y ait une rubrique quotidienne dans les JT pour parler d'écologie. Et du coup, pas forcément parler juste de sujets d'écologie d'actualité, comme la sortie du rapport du GIEC quand il y a une sécheresse, mais de parler de tout ce qui tourne autour de l'écologie, donc en fait, réellement informer les téléspectateurs. Et ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un gros manque là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les médias vont surtout parler d'écologie quand il va y avoir des grosses actualités, donc la COP21, la COP26, etc. Mais en fait, ils vont pas en parler tous les jours, mais par contre, tous les jours, ils vont parler. Alors, c'est l'été, le retour du barbecue, c'est génial. Ou oui, l'avion à hydrogène, c'est génial. Il y a eu un reportage de TF1 vraiment alarmant sur les mammouths. Et donc, c'est des scientifiques qui ont envie de faire revivre les mammouths sur Terre, parce que les mammouths, quand ils marchent sur le sol, ça aide à préserver le permafrost. Donc, la solution pour préserver le permafrost, c'est de faire revivre les mammouths. Donc, il y a un souci de techno-optimisme. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une vraie transversalité en fait dans ces sujets. Donc de un, qu'on arrête de prôner un mode de vie qui n'est pas du tout compatible avec les accords de Paris. Et de deux, qu'on informe de manière quotidienne ou à minima hebdomadaire sur les enjeux climatiques et que ce soit pas seulement, comme tu disais, que souvent il y a une personne qui est spécialisée sur les enjeux environnementaux, mais qu'en fait toutes les personnes de l'équipe de rédaction et des journalistes soient formés à ces enjeux-là, parce qu'il y a des sujets qui touchent à l'économie, à l'emploi, à la santé, et c'est pas juste le journaliste spécialisé environnement qui doit traiter de ces sujets. Et donc, juste pour terminer, du coup, on a deux gros moyens d'action. Le premier, donc, c'est qu'on fait une veille automatique et manuelle. Donc, heureusement, Paul Leclerc, qui est un des membres de notre collectif, a créé un logiciel génial qui s'appelle l'Observatoire des JT sur les changements climatiques, où en fait, il a analysé tous les reportages depuis 2013 sur France 2 et TF1. Et donc, on peut voir le nombre de reportages qui traitent du changement climatique, qui traitent des limites planétaires. Bon, limite planétaire, 0. Hein. Mais donc, ça permet d'avoir une grosse visibilité là-dessus. Et derrière nous, ce qu'on fait quand il y a des grosses actualités, notamment le rapport du GIEC ou quand il y a des sécheresses ou quoi que ce soit, on va faire une veille manuelle. Donc, on va regarder les JT le midi et le soir. Et derrière, interpeller les journalistes et les équipes de rédaction sur Twitter en leur disant, voilà, là, il y a un acte manqué. Vous auriez pu en parler, vous n'en avez pas parlé. Ou alors là, vous en parlez, mais vous en parlez mal. Et là, en fait, vous parlez d'un truc et vous ne faites pas du tout le lien. Par exemple, le gel en avril, très peu de journalistes dans les JT ont dit, en fait, oui, le gel, c'est normal, il y a toujours eu du gel en avril. Mais il y a eu une période de redoux énorme en mars, ce qui fait que la plupart des bourgeons ont commencé à fleurir, quoi. Et que du coup, ça va créer une crise agricole. Ça, on le dit très peu. Et grâce à vos outils, est-ce que vous avez quantifié un peu, parce qu'après les deux premiers volets du rapport du GIEC, il y a eu la campagne présidentielle française, encore un moment où le climat est quand même assez largement passé à la trappe. Est-ce que vous avez quantifié cette disparition du climat pendant la présidentielle ? Alors, on s'est amusé à chercher le mot écologie. Et c'est assez marrant parce que les occurrences doublent, voire triplent, après le meeting de Macron à Marseille, où il parle de planification écologique, donc dans l'entre-deux tours. Donc avant le premier tour, on n'en parle pas du tout, mais vraiment c'est totalement passé à la trappe. Et puis quand Macron en parle, et là ça commence à devenir un sujet, bon encore très minime, mais où on parle d'écologie et de planification écologique. Mais ça reste encore très peu. Enfin, si on regarde de mémoire depuis le 15 mars, c'est 93 occurrences du mot écologie dans les JT de TF1, midi et soir. Donc c'est très peu. Et à côté de ça, on peut voir par exemple la couverture du Covid. Donc en pourcentage sur l'année 2021, c'est 20% du temps d'antenne des JT attribué au Covid. Pendant la guerre en Ukraine, donc en mars 2022, c'est 53% du temps d'antenne accordé à la guerre en Ukraine. Et depuis 2013, 0,8% accordé au changement climatique. Il y a une autre organisation qui a fait ses propres comptes, c'est l'affaire du siècle. Est-ce que tu as les chiffres en tête, Paloma ? Oui. Les chiffres sont mauvais, Paloma. Les chiffres ne sont pas bons, oui, je suis désolée, Lou. Non, en fait, pendant la campagne présidentielle, donc les organisations de l'affaire du siècle, donc les 4 ONG de l'affaire du siècle, donc l'affaire du siècle qui a attaqué l'État en justice pour inaction climatique, ont commandé à un institut un sondage auprès de 120 médias sur le traitement du sujet climatique dans les médias. Et en fait, au mieux de la présidentielle, ce traitement, donc la part du sujet climatique dans les médias est montée à 5%. Et sinon, on a plutôt stagné
autour de 2-3%, sachant que par exemple au moment où le deuxième volet du 6e rapport du GIEC est sorti, cette semaine-là, on est descendu à 1,6%. Donc voilà, sachant en plus, et c'est là où il faut faire un petit point sémantique, moi c'est un peu mon problème, c'est que sur le traitement médiatique, on ne parle que de climat, et très souvent on ne parle que de climat, mais il faut arrêter de parler que de climat, il faut parler d'écologie. Céline le disait tout à l'heure, en fait, il y a 9 limites planétaires, donc les limites planétaires, c'est les limites à ne pas dépasser si on veut garder à peu près les conditions dans lesquelles l'humanité s'est développée, rien que ça, et on en a déjà dépassé 6. Et donc en fait, il faut parler d'écologie parce qu'on va parler de biodiversité, on va parler de pollution, et le climat, c'est juste les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a plein d'autres problèmes auxquels on doit faire face, et si on ne règle que le problème du climat, en fait, on aura aussi énormément d'impact sur les espèces humaines, végétales, animales, et c'est un peu d'ailleurs un des projets du technosolutionnisme ou du techno-optimisme de régler que le problème climatique et de ne s'attaquer que à ce problème. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'on ne parle que de climat et qu'on ne parle pas de justice sociale, qu'on ne parle pas de droits humains, qu'on ne parle pas de biodiversité, etc. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, désolé, c'était un petit détour sémantique. Pour le titre de la soirée, mais comment mettre enfin le climat, la biodiversité et la justice sociale à la une, ça aurait été le titre normal de la soirée, je suis d'accord. Oui, mais vous avez mis que climat. Non, mais... J'en ai jamais mieux travaillé que parler ça. Bref, non, mais en tout cas, voilà, et c'est vraiment problématique de se dire que pendant cette campagne, en fait, on a très très peu parlé de climat et encore moins d'écologie, et que en fait, on l'a vu dans les médias, c'est-à-dire que c'était souvent les auditeurs ou les auditrices qui posaient des questions aux candidats à la fin des émissions sur l'écologie. Et c'est notamment, par exemple, un des auditeurs à la fin de la matinale de France Inter qui a demandé à Éric Zemmour s'il pouvait expliquer ce qu'étaient les gaz à effet de serre, l'effet de serre, pardon, et s'il avait lu le rapport du GIEC. Et en fait, c'est hallucinant de se dire que ce sont les citoyens et les citoyennes qui ont fait le travail des journalistes à ce moment-là, où on avait en général en fin d'interview parfois la question écologie, juste avant d'avoir la question personnelle, genre quelle est la première personne que vous appelleriez si vous êtes élu. Enfin, il y a un moment, il faut quand même arrêter le délire, et surtout de se dire qu'on a vécu ça, donc cette absence de l'écologie dans cette campagne, alors que c'est l'une des premières, il me semble que c'est la première campagne présidentielle française pendant laquelle on a 2 volets du rapport du GIEC qui sortent et qui nous disent que l'urgence n'a jamais été aussi importante et qu'il faut tout revoir et tout transformer à l'aune de cette urgence. Et donc, ça c'est quand même une des grandes choses qu'on peut retenir de cette campagne, c'est cette absence totale d'écologie. Et je pense, moi, ce qui m'a marqué, c'était le débat juste avant le premier tour. Donc, il y avait la sortie du rapport du GIEC, etc. Pas de questions, bien sûr, posées autour de l'écologie aux candidats, à part à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, on leur a demandé quel était leur film préféré, leur série préférée, etc. Et c'est là où on se rend compte un peu du décalage, parfois, des questions des journalistes. Ouais, je sais même plus en plus. Et pendant le débat d'entre-deux tours, il y a eu 16 minutes sur 2h49 qui ont été consacrées à l'écologie. Et le sujet a quand même été introduit par Gilles Boulot en disant l'environnement. Bon, ça aussi, c'est pas un bon mot, mais je te reviens plus tard dessus. Mais en disant l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui angoisse les jeunes. Alors on va en parler. Limite, on vous fait une fleur, on va parler d'environnement parce que vous l'avez tant demandé. Mais en fait, ça n'angoisse pas que les jeunes. Ça angoisse la population tout entière. Enfin, c'est complètement hallucinant de dire ça. Et encore une fois, on n'a parlé que d'écologie en parlant que des questions énergétiques. Donc, oui, et surtout d'électricité. C'était éolienne vs énergie nucléaire, donc le gaz. Alors, il y a eu des tentatives d'élever un peu le débat pendant la présidentielle, n'est-ce pas, Paloma ? Ça s'appelle le débat du siècle, et tu as participé à l'organiser. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette idée et aussi les difficultés que vous avez rencontrées ? Parce que je crois que l'idée, c'était de faire un débat dans des grands médias, et vous avez eu quelques portes fermées. Alors, je précise une chose. Moi, j'ai rejoint l'initiative un peu à la fin. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir en me disant ce serait bien qu'on ait une journaliste qui s'y connaît un petit peu sur l'écologie pour faire les interviews avec Jean Massier. Donc on était 2 à faire les interviews, mais j'ai pas. Et après j'ai appris évidemment tout le processus, mais j'ai pas fait partie de l'organisation. Donc, je le précise parce que voilà, je vais pas me jeter des fleurs pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et donc en fait, c'est les 4 ONG de l'affaire du siècle qui sont allés à peu près à partir de novembre-décembre voir tous les grands médias en disant il faut absolument que vous organisiez un débat que sur l'urgence écologique avec tous les candidats à l'élection présidentielle. Ce à quoi la plupart des grands médias ont répondu soit on n'a pas le temps, soit non, je vois pas trop. Enfin bon, en tout cas, ils s'étaient pas intéressés puisque de toute évidence ça ne s'est pas fait. Donc c'est quand même assez hallucinant de se dire que alors que on paye une redevance, et donc il y a un certain nombre de ces médias qui étaient des médias publics, donc ils sont payés par nos impôts, et qui ne peuvent même pas faire leur rôle qui est de nous informer sur le plus grand défi auquel on doit faire face.
Passons la parenthèse. Et donc, du coup, c'est 4 ONG qui ont dû mobiliser leurs moyens financiers pour organiser ce débat et qui l'ont fait en plus dans des conditions où il fallait respecter toutes les conditions de sécurité pour accueillir les candidats, parce qu'en fait, on avait tout organisé aussi pour pouvoir recevoir Emmanuel Macron et les protocoles de sécurité ne sont pas les mêmes quand on reçoit un candidat à l'élection présidentielle, quand on reçoit un président, etc. Et puis, gérer toute la production, les caméras, d'avoir un plateau télé, etc. etc. Et donc, finalement, ce débat a quand même eu lieu. Et on a réussi à avoir en gros 6 candidats sur 12. Emmanuel Macron, jusqu'à la dernière minute, on a cru qu'il allait venir. Donc nous, on était prêts jusqu'à 19h et on savait pas parce qu'on avait plein de messages contradictoires. Finalement, il n'est jamais venu. Et ce qui a permis en fait à ce débat du siècle d'émerger aussi dans les médias, parce que c'était notre but, c'était vraiment de dire il faut qu'on fasse énormément de vues pour ringardiser les grands médias en disant regardez, vous auriez dû l'organiser parce qu'il y avait une attente en fait des citoyennes et des citoyens de parler de l'urgence écologique pendant cette campagne et d'interroger les candidats sur leur vision très concrètement en disant à quoi vous ressemblez nos vies en 2027, qu'est-ce que vous allez faire en fait face à ça. Justement, est-ce que tu peux raconter un peu pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce débat, à quoi ça ressemblait? Alors en fait, on l'a appelé le débat du siècle, mais c'était pas un débat. L'une des raisons pour lesquelles c'était pas un débat, c'est que moi, encore une fois, j'ai pas forcément choisi ça, mais je pense que c'était une bonne chose. C'est qu'en fait, en 2017, donc on a eu ce grand débat entre tous les candidats, on l'a pas eu vraiment cette année. Finalement, qu'est-ce qu'on retient du débat de 2017 ? On retient en fait Philippe Poutou, mais qui a été magique. Hein, mais bon, c'est sur le fond, c'est un petit peu, c'est pas forcément au niveau. Et c'est vrai que quand on parle de questions d'urgence écologique, ce sont des questions qui sont extrêmement complexes. Et si on a vraiment envie d'aller dans le fond et de pas tomber dans l'invective de ah mais vous êtes pour le nucléaire et vous avec les éoliennes, ouais mais on veut démanteler les éoliennes, etc. On serait tombé là-dedans, je pense, assez facilement. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un grand oral, de se dire, en fait, ça va être à la fois un moment pour mettre les candidats face à leurs contradictions, les interroger sur, ok, qu'est-ce qu'ils comptent faire face à l'urgence, mais aussi un moment pour les personnes qui nous suivent, pour comprendre en fait ces enjeux-là. Donc aussi un peu les vulgariser, enfin en tout cas essayer de poser un peu les bases. Donc moi, j'ai essayé de le faire au maximum, c'était pas toujours facile. Donc voilà, et donc on a reçu en fait pendant une demi-heure chacun des candidats à qui on a laissé à peu près 3-4 minutes au début pour exposer leur vision. Donc on a posé des questions différentes aussi en fonction de aussi les grandes orientations de leur programme. Donc par exemple à Yannick Jadot, on lui a posé plutôt la question de faites-nous rêver en fait sur l'urgence écologique. On passe notre temps à dire que les écolos sont des amis chez la lampe à huile, il y a l'écologie punitive, etc. Donc vous c'est au cœur de votre programme. Projetez-nous dans un monde dans lequel on a réussi à faire face à l'urgence. Faites-nous rêver avec votre programme. Ce qui n'a pas forcément été capable de le faire, et moi c'est un peu ce que je reproche à la plupart des candidats, c'est d'avoir en fait une vision très très limitée de l'avenir, alors que on est singulièrement dans une époque où il faut qu'on soit capable de se projeter, et donc on leur demandait donc d'exposer leur vision pendant 3-4 minutes, et ensuite c'était des questions-réponses pendant 30 minutes, et en fait les 30 minutes sont passées super vite, et il y avait plein de moments où c'était très compliqué en tant que journaliste de se dire ok, est-ce que là par exemple je vais démonter ce que le candidat ou la candidate vient de dire parce que c'est faux, ou est-ce que je prends ce temps-là d'antenne pour le faire, ou est-ce que il faut quand même pas que je lui pose une autre question pour qu'on puisse avancer et que par exemple on passe pas une demi-heure sur l'énergie comme le faisaient les autres médias. Bon, ils passaient pas forcément une demi-heure, mais voilà. Donc c'était tout un enjeu un peu d'équilibrisme, mais je pense que ça a été un exercice assez intéressant qui a montré que justement les ONG étaient capables aussi de faire un travail de qualité, esthétiquement c'était quand même plutôt bien fait, et surtout qui nous a permis d'avoir beaucoup de reprises médias. Moi j'ai été très étonnée le lendemain du nombre de reprises qu'on a eu dans la presse de toutes les citations qui ont été reprises, et on a fait, alors j'ai pas suivi tout le compte, mais en gros au bout d'une semaine on a fait 1 million de vues en cumulé sur le débat. Voilà. Sans Éric Vous pouvez Zemmour. le revoir sur Blast, mais bon je sais pas si ça a grand intérêt encore aujourd'hui. Comment ? Sans Éric Zemmour. Sans Éric Zemmour, parce que c'était le parti pris aussi des organisations de ne pas inviter les candidatures d'extrême droite, ceux avec qui moi je n'étais pas d'accord, mais voilà. T'aurais voulu demander de nous faire rêver sur l'avenir climatique de la France. Non, mais en fait, justement, j'aurais aimé pouvoir montrer, et je pense qu'en une demi-heure, c'était tout à fait faisable, montrer à quel point ces candidats n'y connaissaient rien et disaient n'importe quoi. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que ce sont des candidats qui ont été énormément dans les médias. Ça a été le cas singulièrement d'Éric Zemmour, qui a été invité très tôt et qui était favorisé par ces sondages, en fait, qui le mettaient un peu en tête des challengers, etc. Et qui a passé son temps à aller dans les médias en disant, par exemple, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, voilà, c'est le discours typique
typique de l'inaction. Et quand en fait, en face, on n'a pas un journaliste ou une journaliste qui est capable de remettre en perspective en disant non mais attendez, en fait, la France a une responsabilité historique, il faut parler de l'empreinte carbone de la France et notre empreinte carbone est nettement supérieure à l'empreinte carbone, la moyenne mondiale, etc. En fait, du coup, ça peut aussi envoyer un très mauvais message à énormément de personnes qui ne connaissent pas très bien sur le sujet et qui vont se dire attends, 1% des émissions, ça va, on va pas commencer on peut changer nos vies, hein, tu vois. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et le problème, c'est que moi, j'aurais bien aimé justement être face à Marine Le Pen, être face à Éric Zemmour en disant Marine Le Pen, vous comptez mettre 20 réacteurs nucléaires. En fait, tous les scénarios prospectifs montrent que c'est pas possible. Donc, comment on fait ? Je comprends pas. Enfin, voilà. Oui, mais ça implique de se documenter, de se former, de lire des livres, et ça, c'est un temps qu'on n'a pas forcément, que n'ont pas forcément certains de nos confrères, malheureusement. En tout cas, ils pensent ne pas l'avoir. Crise du gaz russe, flambée du prix des matières premières, flambée du prix des aliments, sécheresse. Est-ce que finalement, on n'a pas jamais autant parlé d'écologie que pendant ces derniers mois ? Simplement, on n'était pas au courant. On en parle sans en parler, en fait. Et ça, on le voit. On a eu un échange en off avec une journaliste de France Télévisions qui disait « Non, mais moi, je fais des sujets sur le climat. Regardez, j'ai fait... » Oui, on est à la mer. Non, j'ai fait un sujet sur les passoires thermiques. D'accord, mais en fait, à aucun moment dans votre sujet, il y a le lien entre le fait qu'il faut rénover les passoires thermiques aujourd'hui pour faire des économies d'énergie, pour émettre moins de gaz à effet de serre. Donc en fait, si vous dites juste rénovation des passoires thermiques, la plupart des téléspectateurs ne vont pas faire le lien avec le climat. Et en fait, ça, pour les journalistes, c'est des sujets climatiques. Pas pour tous les journalistes, mais pour ces journalistes-là, entre guillemets. Donc en fait, on en parle sans en parler. Puis on a parlé du gaz russe, mais on a très peu parlé des options d'énergie renouvelable, ou du fait qu'aujourd'hui on avait une dépendance vis-à-vis de la Russie et que demain on aura une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et donc on en parle sans en parler, comme tu dis. Céline ? Je ne sais pas s'il faut mettre une étiquette climat pour en parler. Écologie. Ou écologie. Du G-explaining. Effectivement, là par exemple, la crise du gaz, on est face à des prix hauts de l'énergie avec une question de dépendance à ces énergies fossiles et de sécurité, parce que ça finance une guerre quand même. Parler des solutions pour réduire cette dépendance et des solutions qui passent par, bien sûr, des énergies renouvelables, bien sûr, de l'efficacité énergétique, mais aussi de la sobriété. Donc la sobriété, c'est... Et puis en plus, la sobriété, pour le coup, c'est beaucoup plus immédiat. Donc c'est baisser les thermostats, c'est baisser la vitesse sur les autoroutes, c'est éviter certains déplacements si on peut les éviter, etc. Et ça, en fait, on peut les mettre sur la table. Ça demande un débat public, démocratique sur quoi faire. Et voilà, et c'est le moment de s'en emparer. Et finalement, peu importe si on met l'étiquette écologie dessus. Je vais revenir sur les choses qu'il y a dans le rapport du GIEC et en fait dans les connaissances scientifiques, c'est que on est quand même sur des transformations tellement majeures qu'elles se font pas à la marge à côté de tout le reste et qu'il y a bien d'autres objectifs complètement légitimes des sociétés humaines, d'éradication de la pauvreté, de réduction des inégalités, d'accès à l'éducation, à la santé, etc. Et que c'est finalement en pensant ça de façon conjointe et cohérente que on peut y arriver. C'est pas forcément nécessaire de rentrer par la question climat. On peut rentrer par d'autres questions si on le pense de façon un peu transversale et un peu cohérente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur la rénovation thermique, c'était pas forcément clair que ça permettait de réduire notre dépendance au gaz, notamment russe, le gaz qui est un accélérateur de la crise climatique et qui en plus finance la guerre de Poutine. Donc c'était aussi cette transversalité qui manque un peu, qu'on peut appeler écologie ou qu'on peut appeler autrement, mais je crois que c'est peut-être ça. Est-ce que pour enfin se faire entendre, les scientifiques devraient pas passer plus souvent à la télévision, devenir chroniqueurs chez Cyril Hanouna ou peut-être une émission un tout petit peu moins grand public, que sais-je, mais est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez
Alors, ça fait partie, parmi les questions que j'ai eues quand j'étais dans les différents médias, il y en a une qui m'a un peu déstabilisée, qui était presque celle-là, mais encore plus, qui était finalement, comment vous voulez que les gens ils se mobilisent en voyant des scientifiques tranquillement assis sur leur chaise en train de leur parler? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous enchaîner quelque part? Il y en a qui le font, il y a Scientist Rebellion qui a été créé là. Exactement. Et ça pose la question du rôle de la science dans nos sociétés, du rôle des scientifiques dans nos sociétés. Il me semble que notre rôle premier, c'est et ce qui fait notre légitimité. Et c'est pour ça aussi qu'on a un temps limité à aller dans les médias. C'est que notre métier, c'est quand même la création de connaissances, leur synthèse et leur transmission aux étudiants. Et puis, plus largement à l'ensemble de la société civile, mais que ça ne peut pas être le cœur de notre métier, que pour être légitime vraiment, c'est ce qu'on sait faire. On a besoin de passer du temps sur le fond scientifique, et c'est un travail qui prend du temps, qui demande des compétences, qui demande un travail aussi collectif. Et c'est pour ça que, après, dans une carrière où à des moments donnés, on peut passer un petit peu plus de temps et je pense qu'on est de plus en plus un peu partout dans le monde à sortir de nos labos, à être à le plus possible répondre positivement quand on est sollicité, à être aussi proactif, à monter avec des médiateurs, à monter des actions, etc. Mais on a aussi besoin de relais, de prise de relais par d'autres acteurs, et quelque part quand on vient parler dans différentes conférences, c'est aussi un transfert de pouvoir, vers la société civile, ou quand on parle, voilà. Donc je pense que faut pas attendre des scientifiques qui fassent tous les métiers. Il y en a d'autres, et dont les journalistes, qui ont une part importante à jouer dans cette histoire-là. Surtout que, si je ne me trompe pas, vous êtes bénévole au sein du GIEC. Alors, en fait, on n'est pas payé par le GIEC, on reste payé par nos employeurs. Donc moi, mon employeur, c'est l'école des Ponts et Chaussées, qui est une école publique. Voilà, donc in fine, c'est nos impôts qui me payent. Et sur les 3 ans et demi du travail du rapport, l'école des Ponts et Chaussées m'a laissé utiliser le temps dont j'avais besoin pour contribuer au rapport du GIEC. C'est pas un travail à 100% de notre temps. On continue à enseigner, à diriger des équipes, à piloter des projets de recherche, etc. Pendant ces temps-là, un tout petit peu moins, parce que je sais pas, ça nous prend quelque chose comme peut-être 25-30% de notre temps en moyenne sur les 3 ans. Mais donc, c'est les différents employeurs de tous ces scientifiques qui, en fait, quelque part... donc, on n'est pas vraiment bénévole, on est payé, mais pas par le GIEC. Oui, si je peux me permettre, je pense que justement, c'est très important qu'un maximum de personnes se fassent les porte-paroles de ce que dit le GIEC et de ne pas sursolliciter et épuiser les scientifiques. Alors évidemment que en fait, l'urgence est telle aujourd'hui qu'il y a une partie des scientifiques, et enfin en tout cas moi pour avoir discuté avec plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit oui, moi je suis prêt à entrer dans l'arène, et donc il y a ce mouvement Scientist Rebellion avec des scientifiques un peu partout dans le monde qui font de la désobéissance civile en disant l'urgence est telle qu'on y va. D'autres qui disent non, moi je veux rester dans cette posture d'observateur de la société, mais je n'ai pas envie d'aller m'enchaîner à une banque par exemple. Mais je pense que l'essentiel c'est justement qu'on comprenne cette bascule-là, que n'importe qui en fait peut se faire le relais de ces messages scientifiques, de cette urgence de transformation, qu'en fait là on doit faire face à une nouvelle réalité. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui acceptent cette nouvelle réalité. Et le problème c'est qu'en fait aujourd'hui il y a très peu de gens qui
qui acceptent cette nouvelle réalité et il y a très peu de gens qui la comprennent. Donc il va falloir qu'on ait les deux si on veut vraiment transformer notre société, parce que sinon on s'en sortira jamais. Et le changement de logiciel, pour le moment, il n'a pas encore lieu. Et moi, ça m'étonne toujours quand les gens disent oui, mais d'une certaine manière, la bataille culturelle est un peu gagnée en France parce que tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec le climat, qu'il y avait une urgence écologique. Je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Je pense que la plupart des gens ont compris, évidemment, qu'il y avait un problème, mais très peu de personnes ont compris la gravité du problème, l'urgence dans laquelle on est et le degré de transformation que ça nécessite et le changement de logiciel qu'il faut opérer. Et il y a très peu de gens qui ont encore opéré ce changement de logiciel. Donc, en fait, plus on sera nombreux et nombreuses à relayer le message, à avoir des discussions avec des personnes autour de nous, à relayer aussi le travail des médias indépendants, désolé, mais quand même, j'en profite, plus aussi ça ira vite. Et en fait, on peut pas cloner tous les scientifiques du GIEC pour qu'ils puissent porter la bonne parole partout, mais en revanche... Ils savent comment faire, en plus, je suis sûr. C'est des scientifiques. C'est terrible ce que je viens de dire, je suis désolée. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en revanche, des contenus médiatiques, des vidéos, des articles, ça, on peut les partager à l'infini. C'est vraiment le but de ça. Moi, quand je fais des vidéos sur le rapport du GIEC, le but, c'est vraiment de vulgariser au maximum sans enlever la substance, en fait, scientifique et de permettre à un maximum de personnes de s'en saisir, parce que je sais bien, si je suis réaliste, même si j'ai une grande foi en l'humanité, qu'il y a très peu de personnes qui vont aller lire un rapport du GIEC, même ne serait-ce que le résumé pour décideurs. Et c'est ça le problème dans lequel on est aujourd'hui. C'est qu'en fait, on devrait, dans toutes les universités, tendre les 3 derniers résumés pour décideurs du rapport du GIEC en disant, avant même de commencer quoi que ce soit, là, votre année, vous lisez ça. Ok, très bien. Et ensuite, on continue. Et de faire ça, en fait, dans toutes les structures. Sauf que, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, il faut aussi relayer cette parole-là. Et en fait, quand un auteur du GIEC fait un média, il va faire 10 médias, vous racontez à peu près la même chose, c'est vrai. Et donc, à partir de là, on a cette parole-là. Donc, autant l'utiliser et la diffuser, et plutôt que d'épuiser quelqu'un à répéter tout le temps la même chose, quoi. Tu me permets de faire tout à fait le lien avec la deuxième partie de la soirée, où il sera largement partie de formation. Question de formation, il y a la journaliste américaine Emily Atkin qui a fait une newsletter qui s'appelle Heated et qui avait dit, de la même manière qu'aujourd'hui il n'y a plus un journaliste digne de ce nom qui n'ait pas compris les principaux mécanismes autour de la crise du Covid, et tous les journalistes devraient avoir à minima lu les résumés pour les décideurs, donc des résumés de quelques dizaines de pages, des milliers de pages des rapports du GIEC, et où on trouve en fait tous les mécanismes de base du climat et toute l'actualité du climat. Mesdames, merci infiniment d'être venues. On va passer à la deuxième partie de la soirée. Si vous voulez bien céder la place à vous. Merci beaucoup. Merci. Sophie Roland est demandée à l'accueil. Sophie Roland. Alors, vous avez peut-être remarqué un code barre bizarre qui est sous vos fesses si vous êtes assis sur un banc. Il s'agit d'un QR code qui renvoie vers une page qui renvoie vers une campagne de financement participatif. C'est bien foutu. Comme Juliette l'a dit, Vert est en campagne, et campagne avec ce message simple. Il y a un geste simple et facile à faire pour le climat, c'est faire un don à Vert, puisqu'on vient de le dire, la presse indépendante essaye de faire le travail correctement. Elle n'a pas les moyens de ses grands frères et grandes sœurs de la presse audiovisuelle. Et donc, si vous voulez avoir un geste qui a un impact monstrueux, si vous voulez ce soir avoir un impact magnifique sur le changement climatique, faites un don à Vert de quelques centaines du montant que vous voudrez. Voilà, et vous pourrez emporter la petite carte chez vous si vous voulez faire ça plus tard, ou en famille ou avec des amis. C'était la minute propagande. En attendant que les gens veuillent bien me rejoindre sur le plateau. Plus les gens tarderont à venir sur le plateau, plus je parlerai longtemps de la campagne de crowdfunding. Ah oui.
Oh, je suis vraiment là. Eh bien, nous revoici en aussi bonne compagnie que tout à l'heure. Anne-Sophie, est-ce que tu nous reçois? Anne-Sophie, alors on te voit nous entendre, mais on ne t'entend pas. Anne-Sophie, parle-nous. Non, on n'entend pas, toujours pas. Non, on n'entend rien. Ouais, ça a très bien marché depuis tout à l'heure. Ouais. Est-ce que là, ça marche mieux? Là, c'est bon? Oui, ça marche très bien, Anne-Sophie. On t'entend très bien. C'est bon, c'est bon. Enlevez la barre des tâches là-dessus. Comme pour les enfants, comme au cinéma. Alors, quand je commence, on a un peu fait tout dans le désordre par rapport à tout à l'heure, j'avais fait des liaisons internet entre les deux plateaux et tout. Commence par qui? Je sais pas, je pense sur le table, la ligne, l'autre. Ouais, bah, on va parler de la formation. Ouais. Vous parlez des incohérences à un moment donné, des manques des médias ou pas? Ouais. Toi, je vais te parler de médias sur les débats. Ouais, parfait. Et on a encore un projet sur le réglementaire, le cinéma, etc. Je pense que du coup, avec le on va parler pour un peu de débat sur les débats et de propositions réglementaires pour aller plus de choses un peu plus fortes. Voilà, c'est ça. Et ensuite, moi, je voudrais réagir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est pas grave, on est là pour le débat. Mais je trouve ça bien. C'est volontairement provocateur. Exactement. Ça me force. Mais on l'assume parfaitement comme ça. Rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes toujours là et les oreilles grandes ouvertes pour la suite de ce débat. Pour cette deuxième partie où on va se demander cette fois-ci comment faire campagne pour mettre plus de climat dans les médias, nous avons le plaisir de recevoir Eva Morel, qui est assistante parlementaire et qui est également cofondatrice du collectif Quota Climat. Nous avons également Sophie Roland, qui est journaliste d'investigation, ancienne de cache d'investigation, c'est un petit peu compliqué à dire, et qui aujourd'hui fait de la formation et va dans les rédactions pour prêcher la bonne parole et apprendre à ses confrères comment faire correctement leur travail. Et puis nous avons également, en direct de Bordeaux, Anne-Sophie Novelle, qui est ma camarade à Vert, journaliste émérite, qui a travaillé dans beaucoup de médias sur l'écologie et qui a écrit également sur les médias. Et donc il y a beaucoup de choses à nous dire ce soir à ces sujets-là. On a beaucoup parlé dans cette première partie de la formation. J'avais pas prévu qu'on ça sortirait autant, mais la formation des journalistes, c'est un sujet central. Sophie, comment tu occupes tes journées en ce moment? Elles sont bien occupées et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a en ce moment, je pense, une prise de conscience dans beaucoup de médias qu'il y a un manque de leur part des connaissances, justement, et qu'ils doivent monter en compétences. Donc en ce moment, il y a plein de médias qui lancent des appels d'offres et des grands médias nationaux. Et donc, on est en train d'y répondre, et c'est super, qui veulent former leurs journalistes par centaines. Donc, ça veut dire que là, on est en train de se dire, OK, on a compris qu'il faut sortir de la rubrique environnement, et que maintenant, l'ensemble des journalistes, qu'ils soient en service politique, économie, social, ils doivent aussi comprendre c'est quoi ces enjeux-là.
parce qu'ils vont être amenés à les traiter. Ils sont déjà amenés à les traiter. Quand on traite d'un incendie, ben oui, il faut comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir faire les liens. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Je pense que la prise de conscience, elle est venue tout doucement. Alors, on n'y est pas encore, ça va demander beaucoup de travail, on est d'accord. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment ces derniers mois-là un vrai mouvement qui est en train de faire prise de conscience que voilà, va falloir qu'on se forme mieux. Et l'enjeu pour moi, ça va être beaucoup de former les rédacteurs en chef et les rédactrices en chef, c'est-à-dire qu'ils libèrent du temps, vraiment, parce que ce sont ces gens-là qui, tous les soirs, décident de la hiérarchie de l'information, c'est eux qui décident des liens à faire entre les sujets, et on le voit, ça manque beaucoup de cohérence dans les JT. Je parle des JT parce que je viens de là, c'est ce que je connais bien, c'est ce que je connais le mieux, et c'est ce qu'on voit qui pêche beaucoup, en fait, parce qu'il y a plein de choses déjà formidables qui sont faites par des médias. Évidemment, on a parlé de ce que faisait Paloma juste avant, mais aussi des médias de presse écrite, Le Monde, tout ça, ils font un travail formidable. Mais il y a des très bons documentaires sur France 5, sur Arte, mais il y a, je pense, un vrai manque au niveau notamment des JT. Or, les JT, c'est 10 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est énorme, un Français sur 6. Donc là, je crois qu'il y a du travail, et aussi en radio, et aussi là, ça bouge. Et donc là, je pense que c'est là qu'il faut essayer de sensibiliser, conscientiser, et surtout former davantage les journalistes et leurs rédacteurs en chef pour qu'ils prennent mieux conscience de mieux traiter et comment mieux traiter ces enjeux. Et alors, comment mieux traiter ces enjeux-là, Sophie ? Qu'est-ce que tu leur expliques pendant tes formations ? En fait, ce qu'il faut... Alors moi, je ne sais pas, vous... Qui a fait la fresque du climat ? Ouais, super. C'est pour ça qu'on n'est pas n'importe où ici. Ouais, c'est bien déjà. Moi, je pense que... Alors moi, j'invite toujours les journalistes à en faire une. Moi, je commence comme une mini-fresque, en fait, du climat. Moi, c'était une claque pour moi. Je l'ai faite en 2020. Et ça a été une grosse claque, parce que la fresque du climat, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a déjà beaucoup qui connaissent, mais je sais qu'il y a des gens aussi sur Facebook Live qui suivent, en fait, c'est quoi ? C'est expliquer les causes et conséquences, en fait, du dérèglement climatique. Et je pense que ça, c'est vraiment déjà une base fondamentale. En 3 heures, c'est un atelier, un jeu de cartes qui permet de comprendre et de relier en fait tous les événements et de comprendre d'où viennent en fait nos gaz à effet de serre, quelles sont les conséquences et quelles vont être les implications. Et je pense que commencer par ça déjà, ça met une petite claque. Ça fait du bien de mieux comprendre. Ensuite, c'est l'enjeu de se dire comment vous pouvez, je monte des JT. Qu'est-ce qui est incohérent ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment on peut améliorer les choses ? Comment on peut mieux traiter les choses ? Parce que moi, ce que j'insiste aussi beaucoup, c'est bien de raconter les problèmes, de faire les liens, de faire de la pédagogie. C'est fondamental, les ordres de grandeur. Quand il y a une vague de chaleur, arrêtez de filmer les Français en maillot de bain, ça suffit. Il faut les montrer autrement. C'est évident qu'il faut se poser la question, est-ce normal, pas normal ? C'est ça qu'il faut essayer de traiter aussi dans les JT, et puis traiter des solutions. Parce que ça aussi, c'est fondamental. On ne peut pas en rester au constat du problème. Si nous, journalistes, on ne se met pas à traiter des solutions et comment s'attaquer aux solutions. Il y a eu des rapports du GIEC qui étaient très bien faits là-dessus, qui sont très inspirants, dont il faut s'inspirer et sortir des solutions éco-gestes individuels, mais parler des solutions systémiques qu'on doit mettre en place aujourd'hui. Alors le fait qu'il y ait un gouvernement qui se saisisse de ces enjeux, très bien, on va voir comment, mais en tout cas, ça, c'est important que les journalistes se saisissent aussi de ça. Donc c'est ça que j'essaie de leur apprendre, de leur faire comprendre, de leur donner des clés pour mieux traiter, intégrer ça dans leur JT et au quotidien, finalement, dans leurs journaux. Et alors, les ours polaires, pour parler du changement climatique, on les garde ou pas ? À votre avis ? Donc voilà, c'est évidemment que ça, et donc je crois qu'il y a un vrai questionnement. Quelles images j'utilise pour raconter cette histoire ? Ça, c'est hyper important, mais il y a des choses qui bougent. Il y a un petit exemple la semaine dernière qu'on m'a raconté. J'ai un de mes collègues qui est à France 3 Reims, je peux le citer parce qu'ils font les choses bien, donc je pense qu'ils seront plutôt contents d'être cités. Il y a eu une vraie interrogation dans la rédaction sur, évidemment, avec cette vague de chaleur du mois de mai, et ils se sont dit, et dans la rédac, il y en a qui ont dit, bon, on va faire, il fait beau, on va aller faire les gens qui sont contents parce qu'il fait beau. Et il y a eu une interrogation dans la rédaction, et certains ont dit, non, on ne va pas faire ça. Non, il faut au contraire qu'on s'interroge, c'est pas normal qu'il fasse beau comme ça au mois de mai. Donc l'angle du sujet, c'était se baigner trop tôt. Et donc, ils sont allés au bord du lac, ils ont interrogé le monsieur du bar, et au lieu de lui dire « Vous êtes content, vous avez fait un super chiffre d'affaires », non, il s'est interrogé, parce qu'en plus, le lac, ils ont baissé l'eau parce qu'ils avaient besoin d'utiliser l'eau pour la centrale nucléaire et pour la Seine. Donc, en fait, ça a vachement interrogé les gens. Et en fait, il y avait un vrai questionnement qui était fait autour de ça. Autre sujet que j'ai trouvé hyper intéressant, ils ont montré, par exemple, ils ont suivi quelqu'un qui fait du vélo et l'aménagement, en fait, de la ville en vélo. Mais ils ne se sont pas contentés de montrer le mec qui fait du vélo en disant « Super, il fait du vélo ». Ils ont montré les infrastructures mises en place, la faiblesse des infrastructures mises en place, et ensuite ils sont allés voir le maire en disant comment on améliore les choses, monsieur le maire, parce que là ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je pense que c'est aussi hyper intéressant pour nous journalistes d'aller un peu titiller nos pouvoirs publics quand les infrastructures ne marchent pas, elles ne suffisent pas.
Et ben voilà, il faut le faire. Et je pense qu'aussi, ça fait partie de notre métier. Et voyez, ils le font, ça commence, ça se met en place, il y a des réflexes qui se mettent en place. Et moi, je pense que c'est super encourageant. Tout à l'heure, avec Paloma, on parlait un petit peu il y a des problèmes économiques qui font que par manque de temps, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas le temps de faire correctement leur travail. C'est quoi les autres freins que tu observes dans les grandes rédactions à un meilleur traitement de ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des choses organisationnelles? Est-ce qu'il y a des choses générationnelles aussi? Est-ce que finalement les jeunes journalistes se sentent plus concernés que leurs aînés qui sont à des postes plus hauts dans la hiérarchie? C'est sûr qu'il y a un contexte générationnel. C'est un peu ma génération qui est aujourd'hui à la tête des JT, faut pas se mentir. Et que c'est vrai que moi j'ai fait un chemin, mais que c'est vrai que quand on fait ce métier, on n'arrête pas en fait quand on est à la tête du 20h, et je me mets totalement à leur place, même si j'y suis pas. C'est qu'il y a une pression, on est la tête sur le guidon, on enchaîne. Ils n'ont pas le temps de se poser en fait dans leur vie à un moment donné pour se former à ça, pour s'interroger sur tout ça. Donc je pense que ça joue aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'ils en prennent conscience qu'il faut un moment se poser pour pouvoir se former. C'est bien. Je crois d'ailleurs il y a des auteurs du GIEC qui vont bientôt rencontrer certaines personnes dans des rédactions. Et je pense que ça, dans des grandes rédactions, et ça montre aussi une chose, c'est qu'à l'intérieur des rédactions, il y a plein de journalistes qui poussent à ça. Mais je pense que la barrière aussi, c'est que pendant longtemps, c'est c'est un peu, ça fait pas forcément d'audience, ces sujets-là, c'est pas le truc qui va vraiment plaire aux gens. Donc voilà, je pense qu'il y a eu ces freins-là. Et puis on pense qu'il y a que les jeunes qui sont intéressés par ça. Je pense que ça joue aussi dans le fait qu'on le traite pas. Mais je pense que là, maintenant il y a un mouvement, et puis alors surtout maintenant qu'on a un gouvernement qui a nommé des gens en charge de la transition et de la planification, ça fait peut-être bouger les lignes. Vous disiez les occurrences maintenant, les recherches internet augmentent, tant mieux. Mais je pense que pendant longtemps, c'était effectivement, il y avait d'énormes freins. Alors maintenant, on va en parler plus, très bien, mais il va falloir en parler mieux surtout. Et ça va être l'enjeu fondamental. Alors parlons peu, parlons mieux. Eva, tu as cofondé le collectif plus de quotas dans les médias, pas du tout, je mélange un peu. Quota Climat, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ce que vous essayez de faire avec cette idée de quota justement? Oui, alors on s'est lancé dans le contexte qui a été largement décrit de l'absence totale médiatique du deuxième volet du 6e rapport du GIEC. Donc le 28 février, on était au Salon de l'Agriculture avec Anne-Lise, la cofondatrice de Quota Climat. Et en fait, on était là avec un salon de l'agriculture encore un peu décalé, ce contexte médiatique absent. Des politiques, donc tu l'as dit, on travaille à l'Assemblée nationale, qui attendent aussi qu'on leur pose des questions. Alors la faute est partagée bien sûr, mais il y a un peu ce truc de tant qu'on n'est pas titillé, en fait on n'en parle pas, on n'a pas à être préparé parce qu'on ne nous provoque pas. On s'est dit que c'était vraiment catastrophique, donc on a lancé volontairement de manière provocatrice cette idée de quota climat, parce qu'on s'est dit qu'en fait il fallait des dispositifs un petit peu contraignants pour que la chose évolue, et dans l'urgence en fait, parce qu'on a plus vraiment le temps de former toute une génération de journalistes. Il faudra le faire, mais c'est incrémental. Et on s'est dit, en fait, s'il y a un dispositif quantitatif déjà qui les pousse à le faire de manière un peu plus contraignante, peut-être que ça évoluerait. Donc ça, c'est un peu la jeunesse de Quota Climat. Ensuite, il y a eu plusieurs grands événements médiatiques, notamment la campagne présidentielle. Et nous, ce qui nous a interpellés, c'est la préparation du débat du second tour. On s'est dit, là, on a l'occasion. Il y a eu la conférence de Marseille. On parle un peu plus d'écologie dans les médias. On sent qu'il y a une demande sociétale majeure. Il y a quand même 93% de la population qui se dit extrêmement préoccupée sur ces sujets. Donc c'est extrêmement important. Le contexte est donné. Comment vont se préparer les journalistes qui modéreront ce débat pour poser la bonne question? Parce qu'on sait qu'en fait, il n'y aura pas 36 000 questions posées. Ce sont des modérateurs lors de ce dernier débat. Ils n'ont pas le droit ensuite d'interjecter sur les propos et de les corriger. Donc c'est quand même un contexte un peu particulier. Quelle sera là ou les deux peut-être questions qui seront posées? Donc on les a interpellés ad nominem sur les réseaux sociaux. On a organisé un grand conglomérat d'acteurs de la société civile, mais aussi des médias qui ont participé à cette interpellation. Ça a été largement relayé dans les médias. Il y a eu vraiment une grande couverture presse. Et on a envoyé, en plus de ça, au cas où ils n'avaient pas forcément suffisamment d'informations à leur disposition, un grand document avec plein de questions préparées, en partie relues par des scientifiques du Haut Conseil pour le climat, du GIEC. Donc vraiment, tout était robuste. Ils avaient juste à s'en saisir et à poser. Donc il y avait des questions généralistes, des questions thématiques. Si jamais ils voulaient rebondir sur des parties thématiques, par exemple sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur les questions de climat, c'était aussi possible. Et bon, ça a été une catastrophe parce que la question posée faisait le lien avec la jeunesse, etc. Et donc on s'est dit qu'il y avait encore beaucoup de travail. Donc
Donc on continue maintenant à interpeller sur cette question de quotas. Et là, la prochaine étape, c'est de travailler sur des questions réglementaires, en fait, de savoir est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des évolutions pour que ce soit, par exemple, une mission de service public d'informer sur l'écologie, comme ça a été fait, par exemple, sur la parité. Il y a une loi en 2014 qui a donné des clés, en fait, aux médias pour dire maintenant, l'ARCOM, l'ancien CSA, l'ARCOM, doit contrôler les médias pour s'assurer que les femmes dans les médias ne parlent pas que de la sphère quotidienne de la maison, qu'il y ait bien des présentatrices représentées. Donc voilà, il y a eu des évolutions sur des grands sujets de société et ça doit être possible aussi sur les questions d'écologie. Et peut-être qu'en fait, les dispositifs réglementaires, c'est ça qu'il nous faut pour avancer dans l'urgence. Donc il faudrait qu'on ait des ours polaires qui présentent les JT. Peut-être. Ouais, Sophie, les journalistes, ils aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire, non? Ils aiment pas trop qu'on leur dise tant d'antennes pour le climat, tant d'antennes. Non, c'est vrai que d'ailleurs, moi je trouve ça bien que vous mettiez un petit coup de pression, mais c'est vrai que pour moi, mettre des quotas en fait dans les JT par exemple, c'est pas quelque chose d'envisageable en tant que tel, parce que voilà, le rédacteur en chef, c'est lui le maître de son journal, c'est lui qui décide de la hiérarchie de l'information. Il y a une liberté d'information, il y a une liberté de traiter, c'est notre métier en tant que journaliste. Donc effectivement, nous dire on va nous imposer un quota, puis après un quota climat, puis après un quota quoi? Chacun va vouloir son quota. Donc non, je pense que pour moi, c'est pas ça la clé. La clé, c'est de les former, qu'ils prennent conscience comment il faut traiter ça, de mieux le traiter pour que ça vienne d'eux-mêmes, en fait, que ça soit un réflexe de leur part. Après, c'est bien de mettre un petit peu de pression, mais je crois que le mot quota, d'abord, va être un petit peu rebutoire. Et puis, alors, poser des questions, leur souffler des choses comme ça, c'est vrai que voilà, on est un peu casse-pied pour ça. On aime bien notre indépendance journalistique. Donc, je pense que, voilà, malheureusement, ce ne sera pas la clé pour moi. Mais en tout cas, ça a le mérite de mettre le débat sur la table. Et ça, c'est très bien. Et c'est ce qu'on cherche. Bien sûr, on n'est pas là pour détruire la liberté d'expression ou quoi que ce soit. Nous, on a 3 maîtres mots chez Quota Climat, il faut plus de quantité. Alors 20%, c'est encore une fois provocateur, mais c'est de dire, en fait, quand on part à 2-3%, je pense qu'il y a une marge de manœuvre énorme, on a un boulevard. Ensuite, il y a plus de qualité et de transversalité et aussi de cohérence avec notamment les messages publicitaires qui sont transmis sur les JT, mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet, c'est assez lié en fait, mais... Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Il y a une palette d'outils à notre disposition. Et la quantité, en fait, c'est le préalable à ce que les autres soient mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a axé notre débat là-dessus. Et encore une fois, le quota, ça interpelle. Donc les journalistes se sont un petit peu tournés vers nous en disant « mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là ?» Et c'était un peu ça qu'on cherchait aussi. Donc, Et est-ce que, comme Plus de climat dans les médias, vous interpellez aussi publiquement sur Twitter des journalistes pour leur dire comment vous auriez aimé qu'ils traitent un sujet? Quel est votre rôle dans ce processus d'interpellation des journalistes? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on est particulièrement actifs sur LinkedIn, mais on est aussi actifs sur Twitter. Et en fait, globalement, ce qui marche bien de la part de la société civile, c'est l'interpellation ad hominem. Donc, c'est pas très confortable, parce qu'en fait, on n'aime pas mettre quelqu'un au pilori. Et on est très inconfortable, nous aussi, de le faire. Mais en fait, dans le cadre du débat du second tour, par exemple, il y avait 2 modérateurs. Ils avaient, en fait, eux-mêmes la main pour écrire virgule après virgule, vraiment mot par mot, les questions. C'était eux les responsables. Gilles Boulot et Léa Salamé, pour ne pas les nommer. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des visuels avec leur visage en gros et on les a mis sur tous les réseaux sociaux et ça a été relayé par toutes les grosses associations environnementales. Alors vraiment, s'ils m'entendent, désolé, c'est pas confortable de faire ça, mais en fait, c'est ça qui marche. Donc en fait, on n'a plus franchement le temps de s'interroger sur le dispositif qui va les caresser dans le sens du poil. Nous, on est assez anxieux. Donc on s'est dit, voilà, on va faire ce qui fonctionne. Et en fait, toutes les associations relayées, ça n'a pas forcément posé de problème à quiconque qu'on adopte ce mode d'action. Après, on a d'autres modes d'action. Par exemple, donc sur LinkedIn, beaucoup on commente les articles qui sont mal rédigés avec un angle perfectible. Il y a pas mal de choses à faire. Donc en fait, tous les jours, voilà, on essaie de faire cette information aussi pour montrer qu'il y a des pistes d'amélioration. Et aussi, on complimente les journalistes qui font bien leur travail. Et ça, je pense que c'est aussi bien de donner des bons exemples. Par exemple, Le Monde a récemment sorti un podcast qui s'appelle Chaleur humaine, qui est super. Très bien. On vous le recommande. Voilà. Et donc, on en parle aussi. En fait, c'est ce type de contenu qu'il faudrait développer de manière exponentielle. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Ouais, Anne-Sophie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut manier la carotte et le bâton? Est-ce que interpeller des journalistes publiquement, c'est quelque chose qui marche? Et est-ce que, à contrario, dire tout le bien qu'on pense d'eux en public, c'est aussi un levier efficace? Bonsoir à toutes et à tous et bonjour de Bordeaux. C'est en tout cas une méthode assez éprouvée par les réseaux militants, donc je trouve ça assez efficace et ça permet de manière assez inédite
de sensibiliser de cette manière pour réclamer plus de climat dans les médias. Vous m'entendez? Ça passe? Oui. On t'entend. Il y a un petit bug, mais c'est bon. Oui. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais l'impression que ça bug un peu. Et du coup, moi je suis assez enthousiaste parce que voilà, certains le savent, je suis devenue journaliste pour parler de ces questions en constatant, quand je terminais mes études d'économie, que c'était pas suffisamment à la une des grands médias. J'ai une passion pour le traitement médiatique de ces sujets, mais pendant longtemps, je savais avec Sophie, on a longtemps prêché dans le désert à se dire mais pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus? Et intervient dans les écoles de journalisme depuis 10 ans, notamment. Et Ouais. ça, c'est Ouais, Anne-Sophie, la liaison est un petit peu compliquée avec Bordeaux. Ouais. C'est QFD. Je sais pas s'il y a un orage en plein milieu de notre connexion téléphonique. On a un petit peu de mal à t'entendre. Et c'est dommage parce que Anne-Sophie soulève un point, et Anne-Sophie vraiment était pionnière là-dessus. Elle intervient dans les écoles de journalisme et depuis longtemps sur ces enjeux-là, parce que je pense que ça commence là aussi. C'est fondamental de bien faire comprendre ces enjeux dès le début, quoi, dès le début de leur métier en fait. Moi, quand j'ai démarré, il y a très longtemps, n'est-ce pas ? Je n'ai pas entendu parler de tout ça. Donc, je me suis formée sur le tas, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre de se former sur le tas. Il faut que ça fasse partie, en fait, d'un socle minimal à apprendre dans les écoles de journalisme. Voilà. On va apprendre nos 5 W, le 6e, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, les fameuses solutions. Et puis, tous ces enjeux, voilà, climatique, biodiversité, le vivant. Il faut en parler dès l'école. Il faut que les jeunes puissent faire les liens. Et alors, en plus, ils sont très demandeurs. N'est-ce pas, Anne-Sophie ? Est-ce qu'elle revient ? Pas encore. Ah, j'ai tenté. En l'invoquant, elle va finir par Alors, revenir. Mais en tout cas, ils sont très tentés. Et d'ailleurs, sur les sujets solutions, puisque moi, je les forme beaucoup aux journalistes de solutions, alors c'est toujours des sujets sur ces enjeux-là. Comme s'il n'y avait plus que ça. Mais tant mieux, c'est super, c'est génial. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le journalisme de solutions ? Ça veut dire qu'il y a le constat du problème, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Donc, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de décrypter, d'évaluer les réponses en fait aux problèmes. Donc quand on propose des sujets, voilà, sur les solutions à la fast fashion, enfin voilà, tout un tas de sujets qui nous concernent et qui vous concernent tous vous cette génération, il faut pouvoir en fait ne pas se contenter évidemment d'en faire une promotion. On n'est pas là pour ça. Il faut évidemment l'évaluer, voir son efficacité, expliquer, savoir comment ça marche et quelles sont les limites. Et justement, dans les écoles de journalisme, c'est des fois un petit peu cette tendance, et Anne-Sophie, je suis sûre que tu vas pouvoir nous expliquer ça, c'est que des fois, il faut leur dire, attention, il faut du recul, on n'est pas des militants. Nous, journalistes, c'est pas notre boulot d'être des militants de l'écologie. On est, en fait, des informateurs, on va informer les téléspectateurs, les lecteurs sur ces enjeux-là, mais il faut garder une distance. N'est-ce pas, Anne-Sophie ? Oui, merci d'avoir la transition. C'est surtout que c'est la première question des étudiants qui ont toujours peur. D'ailleurs, c'est une idée reçue qui est assez ancrée dans les esprits que quand on parle d'écologie et qu'on est spécialisé sur ces questions, on est forcément militant. Donc à chaque fois, je leur demande s'il n'y a pas des discours militants d'une autre nature tenus par certains éditorialistes ou chroniqueurs tous les matins sur certaines grandes radios. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut interroger, c'est-à-dire quelle vision du monde. Et je vous propose de méditer quelques instants sur cette phrase. Quelle vision du monde! Waouh! Quelle vision du monde! Vous avez 2 tu heures. nous as lancé un débat là, c'est énorme. Ouais, Sophie, toi, t'interviens de plus en plus en école de journalisme, justement. Sont attachés. Ah, je sais pas où ça a coupé. Ils sont attachés avant. On était à la vision du monde. La vision du monde. Tu vois, le truc énorme. Je disais, les supports médiatiques qui traitent de ces questions se sont bâtis il y a une 50aine d'années dans l'objectif d'ouvrir le débat public pour questionner justement le modèle de développement. Aujourd'hui, on a quand même nombre de rapports scientifiques sur lesquels appuyer notre travail de journaliste, et ce que l'on raconte n'est pas du militantisme, c'est juste du report de faits, d'un fait scientifique qui est maintenant devenu en plus un fait social, donc avec un certain nombre de conséquences. Et moi, dans mes cours, j'ai vraiment à cœur, donc certes, mes étudiants, je leur montre, je peux leur faire des fresques, je leur montre les limites planétaires, je leur montre surtout le lien avec l'économie, avec les objectifs de développement durable, donc je leur donne des clés, c'est-à-dire autant de clés, et après c'est à eux d'aller investiguer sur les serrures que ça ouvre. Mais je prends aussi beaucoup de temps pour leur expliquer l'évolution de l'écosystème médiatique
de mettre en avant, en effet, les supports qui parlent de ces questions, mais également les aider à débusquer certaines formes de récits, certaines formes de discours, certaines formes d'émetteurs, parce que c'est important qu'ils sachent aussi que sur ces questions que tout le monde s'approprie aujourd'hui, on n'est plus dans une forme de climato-scepticisme, mais comme ça a été dit tout à l'heure, dans une forme de climato-rassurisme. On a fait une enquête sur Géo, là, pour Vert récemment, qui montrait exactement comment on pouvait avoir un rédacteur en chef qui minimise en fait les émissions de gaz à effet de serre, qu'on peut utiliser un fait scientifique, le détourner en fait de son propos, le sortir de son contexte et du coup avoir des conclusions qui vont complètement à l'opposé de ce que la réalité telle qu'on devrait l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de leur mettre en tête à ces étudiants, quelles que soient d'ailleurs les spécialités qu'ils vont choisir plus tard. Moi, je leur dis, j'ai pas envie que vous soyez forcément des journalistes spécialisés dans les questions d'écologie. Il s'agit que quand vous êtes en train de traiter d'économie, de politique ou même de sport, si vous allez couvrir la Coupe du Monde au Qatar, allez questionner ceux qui envisagent de prendre des avions tous les jours. Et ça, c'est votre rôle. Ou allez interroger les pelouses synthétiques que l'on fout partout dans les stades. Donc ça, je vois que ça progresse. Sachant qu'il y a aussi des problématiques rencontrées par des journalistes qu'on n'a pas forcément abordé encore pour l'instant, mais il y avait encore une tribune de Stéphane Kirchhoff la semaine dernière dans Reporter qui expliquait à quel point avoir des publicités pour Air France en permanence, notamment dans une radio de service public, pouvait poser problème parce que l'auditeur est confronté à des discours différents qui créent des dissonances cognitives, c'est-à-dire des perceptions où on se demande, ok, on nous dit de faire ça et en même temps on nous fait la promotion totalement inverse de ce qu'on vient d'entendre. Donc ça, c'est aussi maintenant dans notre devoir d'interroger les rédactions sur la cohérence d'ensemble. Et donc, c'est pour ça que moi, depuis très longtemps, j'explique à quel point ces questions d'écologie dans les médias doivent interroger l'écosystème médiatique en tant que tel et son fonctionnement. Et donc, c'est toute la posture médiatique et des journalistes, mais aussi du fonctionnement des médias qui doit absolument évoluer. Donc, voilà. Et en effet, alors, pour reboucler avec la question de Lou et ce que disait Eva, mettre en avant les bonnes démarches, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je suis persuadée qu'en faisant bien notre travail, forcément, on va limiter la défiance qui s'exprime aujourd'hui à l'égard de la profession journalistique. Et trop souvent, alors il y a les décrocheurs de l'info, mais il y a aussi plein de gens qui, en fait, détestent les journalistes, détestent les médias et vont les rejeter dans un seul et même grand sac qu'on va mettre bien loin à la poubelle. Alors qu'en fait, le GIEC l'a dit, on a besoin d'une bonne information. Donc, cibler ceux qui arrivent à bien faire ce travail-là, montrer qu'il y a une multitude d'initiatives et qu'on n'est pas obligé de toutes les suivre, mais en tout cas de se faire un petit régime informationnel adapté est pour moi essentiel. Donc c'est important aussi de mobiliser et d'indiquer au public les bonnes sources d'informations qu'ils peuvent consommer, en tout cas lire, regarder ou écouter. On le fait un petit peu dans la newsletter de Vert, mais voilà, aujourd'hui on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir l'information parce qu'elle est à portée de main. Oui, qu'est-ce que ça t'inspire, Sophie ? Totalement, moi aussi, ça fait partie des choses que je dis à chaque fois, et à mes étudiants et aussi dans les rédactions, c'est donner des ressources clés, quoi. Qui suivre, voilà, qui sont les auteurs du GIEC à suivre, voilà, qui compte, quel est dans l'espace, dans cet écosystème-là, les gens qu'il faut absolument, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment bien s'informer sur ces enjeux-là. Parce qu'en fait, ça change tout le temps. Donc, il faut se tenir informé tout le temps. Et donc, ça, c'est fondamental aussi de leur donner ces clés. Et puis aussi, je crois que ça c'est important, c'est de leur dire aussi comment essayer d'arriver à débusquer aussi toutes les stratégies marketing mises en place par un certain nombre d'entreprises, notamment quand on est dans un service économie d'une rédaction et qu'on va tout d'un coup avoir le plan hydrogène et la super voiture hydrogène qui arrive d'une certaine entreprise Opium, ça vous parle ou pas ? Il y a eu un sujet il y a quelques jours dans un JT, une belle publicité, voilà, où donc Monsieur Djebari. Et là, vous vous hallucinez, vous êtes devant votre télé et vous avez envie de vous étrangler. Est-ce qu'on peut faire un résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ne sont pas abonnés à Vert ? Vous avez suivi Monsieur Djebari, notre ancien ministre des Transports, parti chez Opium, à peu près, ouais. Donc, chez un constructeur Opium. De voitures de luxe à hydrogène. Voilà, une voiture à hydrogène. Et donc, il se trouve qu'il y avait un JT, voilà, qui en parlait, en disant que c'était la voiture du futur, c'était super. On avait le porte-parole d'Opium interviewé. Et voilà. Et là, il y a un souci. Il y a un gros souci parce qu'il n'y a pas de recul, parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de contrepoint dans ce sujet. Et donc,
voilà, ça aussi, ça va être un enjeu majeur. Et c'est aussi dans mes formations, c'est attention le greenwashing, attention à ne pas faire la promotion, en fait, comme ça, aveuglément, de solutions soi-disant géniales, alors qu'elles n'ont fait aucune preuve. Et voilà, donc on est dans un tentative, le risque il est encore là, malheureusement, de solutionnisme technologique, où nous allons devoir faire attention, nos journalistes, à ne pas tomber là-dedans. Et le rôle du journaliste de solution, c'est justement, avant de présenter quelque chose comme étant une solution bonne ou mauvaise, il mène l'enquête et il sait si c'est vrai ou pas. Exactement. Il enquête, il essaie de savoir comment elle marche, il essaie d'avoir des contrepoints, il essaie d'évaluer cette solution, quelle preuve elle a fait, quelle preuve on n'a pas fait. Et quand elle n'en a pas fait, eh ben, il faut le dire, il faut le raconter, il faut le montrer, quelles sont les limites de cette solution, parce qu'il n'y a jamais de solution parfaite, sinon on le saurait, on serait sauvé, n'est-ce pas? Et puis évidemment, quelles sont les leçons qu'on en tire aussi, pour qu'elles puissent être appliquées ailleurs et réplicables. Quand on va aller faire une usine de captage CO2 en Islande, qui serait soi-disant la solution miracle pour capter le CO2 dans l'air, et qu'il n'y a aucun contrepoint, ou que le seul contrepoint qu'il y ait soit tellement faible qu'en fait on l'a même pas compris, et qu'on sort de là en disant c'est génial ce truc, c'est problématique. Voilà. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre à la fois aux journalistes et aux étudiants. C'est vraiment ce recul nécessaire et indispensable, parce que les entreprises vont dans les années à venir, il y en a qui font très bien leur truc et leur boulot très bien, mais qui vont être quand même tentés de nous vendre des solutions miracles, et il va falloir vraiment qu'on fasse attention à ça. Oui, justement, sur ce méga aspirateur à CO2 qui s'appelle Orca, donc qui est en Islande, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail et qui ont regardé un peu ce que c'était et qui ont vu que en fait, ce méga aspirateur à CO2 pouvait retirer de l'air l'équivalent de la circulation de 800 voitures. Donc à ce moment-là, on peut se dire pourquoi pas retirer 800 voitures directement. Et en fait, il y a plein de, il y a des grands médias, notamment un grand quotidien parisien qui est à la fois un journal de presse local et un journal national. Vous avez compris de qui je parle, qui a mis ça en mode la super bonne solution en une de sa rubrique environnement, quoi. Donc c'est complètement délirant. En fait, il y a des gens qui ont tellement pas les ordres de grandeur, qui sont pas capables de se rendre compte que c'est une énorme farce et que c'est totalement hors des clous de l'urgence climatique. Et évidemment, cette solution-là n'en sera jamais vraiment une. D'où l'importance de contextualiser toujours. Voilà, les chiffres, il faut les contextualiser. L'information se contextualise. Et ça, la mise en perspective, souvent, ça manque dans les sujets. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Et là, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Et en tout cas, Orca, ils ont été très forts parce qu'ils sont passés partout. Donc là, on peut féliciter leur organisme de communication, mais nous, on ne peut pas se féliciter. Tu parlais tout à l'heure des comptes de scientifiques à suivre sur les réseaux sociaux. Toi, Eva, tu t'interpelles pas mal les gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, c'est pas une manière de mettre le climat dans les médias, c'est aussi de contourner les médias traditionnels et d'aller directement plus proche de la source d'information? Est-ce que pour toi, les réseaux, c'est un vrai outil maintenant pour faire exister les sujets climatiques? Ouais, alors je vais répondre à cette question, mais je veux rebondir sur deux choses qui ont été dites, parce que je trouve ça intéressant ce que tu disais, Anne-Sophie, sur la défiance des médias traditionnels. En fait, leur incapacité à bien traiter des sujets climatiques, ça va accroître cette défiance. Et je pense que là, ils commencent à être un petit peu inquiets sur leur incapacité à le faire correctement, parce qu'en fait, ils se sont tellement pas formés pour le faire, ils ont tellement pas les services pour, et en fait, la transversalité nécessaire en termes de fonctionnement qui sont un petit peu bloqués. Et donc, oui, en effet, les réseaux sociaux, ça va commencer à les concurrencer, malheureusement. Or, nous, on n'est pas du tout journalistes, on est vraiment, pour le coup, des militants. Et donc, c'est pas notre rôle d'informer, c'est notre rôle plutôt d'interpeller sur les choses à améliorer. Et malheureusement, en fait, parfois les médias se comportent aussi comme des entreprises à faire du greenwashing. Ça a été fait récemment par exemple M6 qui a fait sa semaine green. Donc en fait, ils ont dit que pour... alors je sais plus quelle était l'occasion, je crois que c'était juste avant la sortie du deuxième volet du rapport du GIEC, ils allaient faire 60 heures de programmation sur le climat. Donc bon, ça peut partir d'une bonne intention. Sauf qu'en fait, ils ont comptabilisé dans ces 60 heures tout et n'importe quoi. Des films d'action, par exemple le film Hurricane, qui est en fait un film où il y a une catastrophe climatique, mais en fait c'est pas du tout l'intrigue, c'est juste le contexte dans le fond, quoi. Donc c'est pas du tout pertinent, sauf que ça dure 3 heures, donc déjà 3 sur 60, c'est enlevé. Ensuite les scènes de ménage où par exemple ils critiquent la fabrication de savon fait maison, ça compte pareil 1 heure dans les programmations. Donc en fait si on décompte comme ça tout ce qui a été fait, ça s'appelle du greenwashing. Enfin là on est vraiment dans un exemple parfait de cas de figure. Donc si les médias font du greenwashing, comment peuvent-ils détecter les publicités qu'ils diffusent qui font aussi du greenwashing? Par exemple dans cette semaine aussi cette semaine green de M6, il y avait des publicités Toyota, voiture neutre en carbone. Bon, la neutralité carbone, même l'ADEME a sorti un avis pour dire qu'en fait ça n'existait pas, on ne pouvait pas être une entreprise neutre en carbone. Et ça, c'était dans la semaine green. Donc, bon, du coup, il y a vraiment, c'est les dirigeants en fait qu'il faut aussi interpeller. C'est pas que les journalistes qui présentent leurs informations. Il y a une question de modèle économique sous-jacent et bon, les problèmes sont tentaculaires, mais c'est vraiment pertinent. Je pense aussi de dire que c'est pas que les entreprises, c'est aussi les médias, quoi.
Ouais, alors, il y avait un indice dans le titre, hein, la semaine green. C'était pas la semaine de la transformation radicale de nos sociétés à la hauteur de ce que réclame la crise climatique, malheureusement. Mais pardon, et sur les réseaux sociaux là. Alors oui, du coup sur les réseaux, en fait nous on n'a pas du tout cette volonté de concurrencer ni d'informer, c'est plutôt de décrypter ou ce qu'on appelle débunker l'information qui est mal transmise. Et en fait malheureusement on en arrive à ce stade où en fait c'est des pseudo-experts de la société civile, on n'est pas du tout experts chez Quota Climat, on travaille au quotidien sur les sujets de climat, mais on a 25 ans, enfin voilà, on a encore, je pense, un boulevard devant nous de formation. On en est résolu à corriger des journalistes qui sont proches de la retraite, en leur expliquant qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est dangereux. Enfin, en fait, ça nous met en danger. Donc voilà. Mais pas du tout de rôle au-delà de décryptage, pas du tout de rôle de médias sur les réseaux sociaux. Je pense que certains le font très bien. Anne-Sophie, on a entendu une onomatopée dans le micro. Est-ce que tu voulais réagir ? Oui, tiens. Mais en fait, tout à l'heure, vous avez utilisé un terme dans le premier débat qui disait qu'on ringardisait les grands médias. En fait, quand on regarde les publics qui regardent les JT, quand on regarde les catégories sociales ou les âges, on se rend compte que c'est très structuré. Et je parlais avec le rédacteur en chef d'un grand journal ce week-end qui me disait, nous, notre défi, mais c'est lui comme tous les grands journaux, c'est que nos abonnés sont en train de vieillir. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on rajeunisse notre audience parce que ces gens-là, ces jeunes-là ne nous lisent plus. Je pense qu'il faut avoir conscience aussi que quand on fait une action sur les JT, c'est pour toucher 10 millions de Français qui sont essentiellement des Français qui ont voilà, un certain âge et que les jeunes aujourd'hui s'informent très différemment. Et que ça aussi, on parle beaucoup de la polarisation entre les extrêmes droite et gauche, mais il y a aussi des écarts générationnels aujourd'hui. Moi, j'ai plein d'étudiants dans les écoles où j'interviens qui, en fait, ne s'informent plus du tout sur ces grands médias qui sont, en fait, déjà ringardisés de fait, parce qu'ils vont s'informer sur Instagram. Quand ils voient un truc qui l'intéresse sur Instagram, ils vont aller pousser l'investigation et aller remonter à la source de l'information. Et ça, il faut arriver à en faire une force aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette jeunesse que l'on dit être parfaitement au courant de ces sujets, ou en tout cas beaucoup plus mobilisée que ses aînés, en fait, il y en a aussi beaucoup qui sont aux côtés de Zemmour ou de Marine Le Pen et qui n'ont pas du tout les mêmes opinions. Donc il y a aussi tout un travail à faire aujourd'hui pour montrer à quel point ces questions, même si on arrive à plus en parler, il faut absolument arriver à créer de la qualité du débat public. C'est-à-dire que c'est très important de faire un travail éditorial qui montre quels sont les enjeux. Et nous, notre rôle aussi est justement de faire le médiateur qui arrive à remettre dans la société en fait une qualité du débat pour que chacun puisse s'en emparer en comprenant bien que ça doit pas jouer sur les peurs. Parce que je suis persuadée que dans ces polarisations qu'on observe aujourd'hui, il y a des éléments communs d'inquiétude, mais auxquels on ne réagit pas de la même manière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de climato-rassurisme, solutionnisme, c'est aussi qu'on a accepté qu'il y avait des enjeux sur lesquels on était d'accord, mais que l'on va se chamailler sur les solutions. Le terme d'écologie, d'ailleurs, n'est pas très utilisé dans les médias parce que pour beaucoup de médias traditionnels, ça renvoie historiquement à un parti qui est ELV et qui a été longtemps détesté. C'était très compliqué. Ça serait l'objet d'un autre débat. Historiquement, le traitement médiatique de ce parti-là pose tout un tas de questions. Mais voilà, parce que c'était aussi l'écologie telle qu'elle était représentée et donc ça a capturé tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut réfléchir aussi également à ça et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalistes justement désireux de se dire faisons mieux. Comme le disait Sophie, il y a des grandes rédactions qui sont en train de lancer des chantiers qui n'avaient jamais été lancés jusqu'à maintenant. Alors Anne-Sophie, on a parlé de formation des journalistes, on a parlé de créer un écosystème et dire du bien de nos confrères, on a parlé de dénicher le greenwashing. J'ai l'impression que tout ça, ça est rassemblé dans un projet qu'on est en train de porter en ce moment. Est-ce que tu voudrais nous en dire deux mots ? On n'a pas vu le lien. Écoute, je pense que tu n'es pas extérieur à tout ça, mais en effet, donc on peut parler de cette initiative qu'on a lancée il y a 2 mois tout juste. Je crois que c'était aux 2 ans de Vert que tu as lancé cette idée et que on a du coup élargi l'idée à de nombreuses rédactions. Je ne sais pas si je peux citer les gens qui font partie du groupe qu'on a réussi à constituer aujourd'hui, mais on est, je pense, une petite trentaine à travailler dessus depuis 2 mois. Alors, l'idée de faire mais en fait, ça va être... Ah là, tu nous fais du teaser. Oh, le bon teaser. Il y a eu une petite pause. Donc, on a une trentaine à travailler dessus. Et à travailler sur quoi, Anne-Sophie ? On travaille sur quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ?
on travaille sur une charte. Vous avez entendu ou pas? Ça a Non. Vas-y. Ah, ça a coupé tout juste où je disais ça. Mince, alors le teaser d'enfer. Et donc, du coup, une charte qui pourrait être un outil que l'on ne veut pas être. Alors, je peux dire ce qu'il ne veut pas être, c'est-à-dire ne surtout pas être un outil ou un texte qui irait donner ou faire la morale à des rédactions qui ne font pas bien leur travail. Ça serait plutôt être un outil qui donne des billes et qui donne une espèce de boussole à des journalistes et des rédactions désireuses d'améliorer leurs pratiques. Et donc là, on a une bonne douzaine de points sur lesquels on est en train de travailler à la rédaction. En fait, il faut savoir que ça existe déjà à l'étranger. Nos confrères et consoeurs allemands et autrichiens viennent de sortir une charte pour améliorer les pratiques de traitement de l'écologie au quotidien dans leurs médias. Et dans le groupe, là, je sais que Paloma et Julien ont évoqué le travail fait par l'association Prenons la Une pour que les médias progressent dans leur traitement des violences sexuelles. Et donc là, ça serait la même chose pour dire, nous, journalistes, sommes désireux de mieux parler des questions de climat, de vivant, d'injustice sociale. Et donc, voilà un certain nombre d'éléments à avoir en tête dans notre quotidien pour mieux y arriver. Et donc, cette charte-là, on est en train de la finaliser. On va bientôt l'ouvrir à un deuxième cercle de journalistes de manière à ce qu'on puisse avoir des retours et aussi, surtout, un certain nombre de signataires. Et l'espoir que l'on caresse délicatement, ça serait de pouvoir rendre tout ça public de manière collective avant l'été, et que ça puisse être surtout un outil que l'on transmet justement et qu'on affiche dans les écoles auprès de chaque étudiant, qui puisse être affiché dans les rédactions. Et puis si Climat, Média et Quota Climat veulent nous aider après à aller, je sais pas moi, à aller l'afficher devant l'entrée des rédactions, on peut aussi le faire, une petite soirée collage. Le placarder sur Gilles Boulot. Comment? On pourrait le placarder sur Gilles Boulot directement. C'est ça. Non, mais on peut faire une soirée où on les en... truc un peu rigolo. Mais, non, en tout cas, le jour où ça sera affiché dans le bureau de Gilles Boulot, on aura gagné. Ça sera super. C'est quand même le but. C'est qu'en fait, ça sorte des médias qui déjà sont habitués à parler de ces enjeux-là. Ça aille dans les médias, comme on dit, mainstream, cette charte. C'est ça l'idée. Ça bug. Ouais, le but, c'est aussi de dépasser les simples sujets écologiques, quoi. C'est une charte pour une écologie médiatique, mais qui dépasse, qui prenne la question écologique au sens large. Et il y a notamment des sujets sur le financement des médias, où un des points, l'idée, c'est qu'on refuse dans la mesure du possible, parce que historiquement, il y a des médias qui ont basé leur modèle sur la publicité, et notamment pour des voitures ou des choses comme ça, mais qu'on refuse dans la mesure du possible l'argent des principaux contributeurs à la crise climatique. Est-ce que, avant qu'on clôture cette soirée, Anne-Sophie, tu veux nous donner peut-être 2-3 points ou nous lire le préambule? Je ne sais pas si tu as le texte sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux, bien sûr. Est-ce que tu veux dire peut-être juste le préambule pour faire un méga teaser pour les semaines qui viennent? Méga teaser, tu veux l'avis des gens comme ça? Ok, pourquoi pas. Attention, vous êtes prêts? Je le présente et puis on voit. Donc, le consensus scientifique est clair. La crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours et les activités humaines en sont à l'origine. Les impacts sur les écosystèmes et les sociétés humaines sont généralisés et pour certains irréversibles. Les limites planétaires sont dépassées l'une après l'autre et près de la moitié de l'humanité vit déjà en situation de forte vulnérabilité. Dans son 6e rapport, le GIEC insiste sur le rôle crucial des médias pour cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique. L'ensemble des journalistes se doit d'être à la hauteur du défi qui représente l'emballement du climat pour les générations actuelles et à venir. Face à l'urgence absolue de la situation, nous, journalistes, devons modifier notre façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l'information. Tel est l'objet de la présente charte, dont je ne vais pas vous dévoiler les points ce soir. Oh non, Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Je remercie infiniment Eva et Sophie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Vous l'avez compris. Est-ce que, avant qu'on clôture la soirée, est-ce que vous voudriez poser une ou deux questions? Parce qu'en fait, l'heure a pas mal tourné, on a pas mal dépassé. Mais je pense que vous avez peut-être 2-3 questions brûlantes et il serait peut-être de bon ton qu'on y réponde. Ouais, si vous avez envie de poser des questions, c'est possible quand même. Si vous voulez juste aller boire un verre et qu'on en parle comme ça à 2-3, ça... Merci, non, on va... Ah, monsieur... Tu peux le dessiner. Oula, il y a un... On va pas vous entendre.
Pour le live. Merci beaucoup pour la conférence. Du coup, j'avais juste une question, c'est est-ce que l'État ou le gouvernement a une marge d'action sur les médias ou est-ce que c'est complètement indépendant de l'État ? Oula, vaste question. Alors l'État finance au travers des aides au pluralisme une partie de la presse papier. Et notamment les principaux groupes sont les groupes les plus sponsorisés par cette aide-là. Donc le Monde, je crois que c'est de l'ordre de 8 millions d'euros par an, des choses comme ça. Il vient de développer une aide au pluralisme pour la presse en ligne, qui ne sera pas du tout ce montant-là. Et par ailleurs, il détient indirectement les médias audiovisuels publics français. Dont il Service public. Le service public. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, il y a une redevance qui passe par une redevance, voilà. Ouais, voilà. Donc ça, par c'est une redevance que vous payez tous, qui menace d'être supprimée, vous le savez, qui va être remplacée par un impôt, et ça va être tout l'enjeu des mois à venir. Comment et à quelle compensation et est-ce que ça ne va pas évidemment fragiliser le service public? C'est un petit peu toute la question et tout l'enjeu actuel. Il y a aussi des autorités de régulation des organismes en fait, publics qui ont des directives qui sont données par des projets, des propositions de loi qui sont ensuite discutées par le gouvernement et le Parlement. Donc c'est en fait l'État qui se contraint par des textes de loi. Et ça, en fait, ça peut évoluer. Par exemple, aujourd'hui, l'ARCOM, il y a des contrats climat qui existent depuis la loi climat résilience qui est passée l'année dernière, qui s'exercent sur la publicité, sauf qu'en fait, ces contrats climat sont facultatifs, donc en fait, ils ne servent à rien. Et il n'y a même pas de contenu qui est préconisé, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Donc il y a des dispositifs comme ça qui peuvent être mis en œuvre. Et l'ARCOM, par exemple, n'a pas l'autorité pour imposer aux médias un devoir de réponse. Donc en fait, ils peuvent leur envoyer des mails, mais en fait, concrètement, ils ne reçoivent pas de réponse des médias. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait changer. Et ça, c'est concrètement des choses qu'on peut cranter dans la loi. Donc sur quoi on va travailler. Et par ailleurs, on l'a compris ce soir, le pouvoir politique, l'exécutif, a des moyens de communication qui font qu'il est capable d'orienter le débat politique entier d'un pays sur certaines questions-là. Donc on l'a vu avec la question de l'écologie qui est survenue juste après que Macron a décidé d'en parler pendant l'entre-deux tours. Je me permets, je travaille dans un média de méchants. France Info ? Faut pas le dire. On travaille sur une grosse chaîne d'infos en continu. Sur le financement des médias, l'État n'est pas propriétaire des médias de service public. Hein. Non. Mais il faut juste préciser qu'il n'y a pas de lien de subordination entre guillemets, que les médias restent, Radio France, France Télévisions restent indépendants. Vous parliez de la majorité, de l'exécutif. En fait, l'ARCOM, ex-CSA, oblige, par exemple, ma radio, à inviter un certain nombre, donner un certain pourcentage d'antennes à l'exécutif et au président. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression parfois que les personnes qui sont à la tête de l'État ont un temps d'antenne disproportionné par rapport aux autres, mais c'est la loi en fait. Et donc on est obligé, je vous dis ça, moi je suis pas rédacteur en chef, mais on est obligé d'inviter un certain nombre de pourcentages, et c'est ce qui peut donner l'impression qu'un gouvernement qui n'est clairement pas un des fers de Macron a bien dit Make Climate Great Again. C'était une belle phrase. On a beaucoup attendu des choses plus concrètes. Bon, bref, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, et sur mon média, je pourrais en parler pendant des plombes, mais c'est pas le but. Je voudrais juste rajouter une chose qui, à mon avis, peut-être n'a pas été dite et qui peut être intéressante: le manque de diversité dans les médias. Moi, c'est un de mes combats personnels. Mais là, pour le coup, France Télévisions et d'autres ont des obligations. Ils ont des obligations par la loi. Il y a des chartes, il y a des chartes. Notamment à Radio France. Un des gros problèmes dans les médias, c'est ce manque de diversité sociale et ethnique. La reproduction sociale, en gros, des élites. J'en fais probablement partie d'ailleurs. Et j'observe aussi ce soir qu'on n'est peut-être pas non plus à l'image de la société non plus. Donc voilà. Ouais, ça manquait un peu d'hommes sur le plateau, je trouve. Ouais, moi j'aime bien la blague, mais clairement on est quand même dans un entre-soi un peu aussi ce soir, et c'est peut-être aussi un des problèmes de la mise en avant de l'environnement et des problèmes d'écologie qui parfois oublient aussi que les choses sont très liées avec le social, et là on voit bien que voilà, on n'est pas tout à fait dans une je sais pas comment dire ça de façon
Oui, on est tous très blancs ce soir. Voilà, exactement. Voilà, merci de le dire à ma place, comme ça m'évite de mettre les pieds dans le plat. Donc, ça, c'est un vrai problème dans les médias. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle La Chance, la diversité dans les médias depuis plusieurs années, qui est une prépa gratuite pour élèves boursiers, ce qui permet d'avoir des gens qui sont issus de milieux qui sont populaires et qui viennent des quartiers populaires. Donc, ça veut dire de la diversité ethnique et sociale. Et c'est un vrai problème dans les médias. Vrai problème aussi, c'est peut-être moins de femmes dans les hautes sphères. Bon, typiquement, je vais pas parler de mon média parce que je peux pas tellement, mais bon, c'est un peu le cas. Et donc, c'est ça aussi qui fait que il y a peut-être moins cette curiosité. Vous parliez tout à l'heure d'un décalage de génération. Il est, à mon avis, très clair. Enfin, moi, je vous le dis, dans ma rédaction, on est 180 journalistes. Il y a un vrai décalage entre les jeunes générations et celles qui sont souvent dirigeantes, qui ont une façon d'appréhender l'environnement de façon très old school, clairement. Par contre, et là, je pense que ça a été dit, mais moi, je le rajoute aussi. En fait, la puissance des médias indépendants est de foutre le bordel. Clairement, elle est là. Donc, médias verts, moi, par exemple, je suis journaliste politique. Donc, autant dire que je suis vraiment dans tout ce que vous avez dit ce soir, vous avez critiqué. Donc, je me suis senti bien concerné. Mais avec beaucoup d'amour pour nous. Je lis pour autant beaucoup d'humilité, je lis, ouais, bien sûr. Et je lis Vert tous les jours. Voilà, donc. Bravo. Parlez-en aux 180 journalistes autour de vous. C'est une hygiène quotidienne. On est 180, il y a un journaliste qui est spécialiste en environnement dans ma rédaction. Voilà. Mais l'important, c'est qu'ils sachent tous en parler demain. Oui, voilà, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut embarquer. Allez-y, foutez-leur la pression, en fait, parce que c'est pas en interne, ça va venir, ça va prendre beaucoup trop de temps, en fait. Donc, moi, je trouve ça très bien, Blast, Vert et d'autres choses. Et n'oubliez pas, voilà, d'embarquer le reste des gens avec vous. Je pense que il y a eu beaucoup de critiques, mais aussi des choses positives, donc je retiens les deux. Et voilà. Je pense qu'il faut peut-être pour conclure, il faut garder cet espoir de se dire que vous pouvez agir et vous pouvez avoir une influence sur les médias dits de masse. Donc moi je travaille sur France Info qui est un des plus gros médias, une des plus grosses audiences, mais il y a BFM et tout, et en fait vous pouvez vous leur foutre la pression en faisant monter des sujets. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les médias sont en fait dans un enchaînement de boules de neige. Les journalistes qui sont à la tête regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, embarquez-les. Mais c'est possible, hein, vraiment. Comme dit le poète, Vert influence Paname, Paname influence le monde. Voilà, c'est ça. En gros, en donnant le pouvoir aux petits médias de parler plus fort. Non, mais c'est ça. Mais en fait, en donnant le pouvoir aux petits médias de parler plus fort, vous leur permettez aussi de toucher les plus gros et donc de toucher le plus grand public de cette manière-là, quoi. Donc très bien. T'as juste pas dit de donner beaucoup d'argent à Vert, mais je pense que c'était en filigrane dans ce que tu disais. Non, mais je vais avoir besoin d'argent aussi parce que j'ai monté un média, donc. Mais ta présence aussi montre que voilà, ça bouge aussi, qu'il y a des vraies interrogations dans vos grands médias, justement. Je m'en vais en fait, donc. Donc c'est parce que ça m'interroge que je m'en vais. Non, puis en plus France Info, vous faites des choses super. Hein. Il y a des super journalistes qui traitent très très bien tous ces enjeux-là. Oui, notre copain Thomas Bayetto qui était venu. Thomas Bayetto, Camille Adaous, Mathilde Gracia font un super job. J'avais vu une main qui s'était levée au fond. Est-ce que cette main s'est ravisée ou est-ce que cette main a changé d'endroit ? Où est cette main ? Petite note en attendant qu'on la trouve, comme quoi les quotas existent déjà sur d'autres sujets. Donc, quand il y a vraiment une nécessité dans le débat public, il y a des dispositifs à la hauteur. Quand on a besoin d'entendre le gouvernement sur des sujets, on met en place de la place pour l'exécutif. Donc, à quand la place pour le climat ? Et bien sûr, ces belles paroles. Ça vient, ça viendra, ça vient. Je pense qu'un des messages de ce soir, c'est que ça va pas se faire à un journaliste, ça va pas se faire à un seul média, ça va se faire avec notre concours à toutes et à tous, les journalistes, la société civile, les scientifiques, les médias, les gens qui dirigent les médias, les gens qui les regardent. Donc merci infiniment d'être venus ce soir. Merci d'avoir phosphoré avec nous sur la meilleure manière de mettre enfin le climat à la une des médias. Et on vous retrouve très rapidement sur Blast, dans Vert, sur France Info et où vous voudrez. Bonne soirée. À bientôt, Juliette. Salut. Bonne soirée.